Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Autour de la table, nos invités et consultants habituels. Il s'agit de Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour, Bruno. Merci d'être là. En face, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite, anciennement donc ancien chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Un absent, vous l'avez certainement noté, il s'agit de Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal, que nous attendons d'un moment à l'autre. Et nous le prendrons dès qu'il fera son entrée sur ce plateau. En attendant, je vous propose de découvrir ensemble la une de Presse Plus aujourd'hui, dans cette introduction de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Pour ce dimanche 3 mars 2023, Presse Plus affiche un seul mais très gros titre au menu. Il s'agit du très large sujet de la gouvernance acte 3 de la Renaissance conduite depuis 2 ans par le président de la République, Bazoum Mohamed. Pour le circonscrire dans le cadre de ce débat, Presse Plus l'a intitulé Niger, presque 2 ans après, Bazoum toujours dans le dur. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans Presse Plus. Alors, Niger, gouvernance s'entend presque 2 ans après, Bazoum toujours dans le dur, c'est vrai, il y a presque 2 ans aujourd'hui que le président de la République actuel, Bazoum Mohamed, a été investi comme président de la République. Et depuis, c'est lui qui conduit les destinées de ce pays. Après, presque 2 ans après, Bazoum toujours dans le dur, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Ousseini? Oui, je ne sais pas ce que vous entendez dans le dur. Je sais simplement que presque 2 ans après, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à la gestion. Du point de vue, parce qu'au départ, il avait parlé de style, de changement, qu'il a son propre style. Du point de vue de la gestion, on constate que c'est une continuité. Les mêmes pratiques qui ont prévalu sous son prédécesseur, c'est les mêmes pratiques qui continuent. Il avait annoncé que, bon, dans le cadre de la gestion, il va désormais mettre en avant les compétences, la performance au-delà de toute considération politique et autres. Mais malheureusement, le constat est là. C'est toujours la même. Il y en a qui n'ont pas produit de résultats. De la même manière que son prédécesseur a géré, sans grand changement, de cette même manière, il est en train de gérer. On sait que dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Ou du moins, dans l'essentiel des secteurs, on ne peut pas considérer qu'il y a quelque chose qui a bougé. Sauf que son prédécesseur a fait 10 ans et que lui, il n'a que 2 ans maintenant. Oui, il est d'accord, mais à 2 ans, lui, il a fait justement. 10 ans Oui. et que Bazoum, lui, il est à 2 ans moins Oui, un mois. mais moi, je vais dire une chose. Quand on constate, parce que Bazoum n'a pas l'excuse, une quelconque ne peut pas bénéficier d'une quelconque, il connaît comment ça a fonctionné pendant les 10 ans de Youssouf. N'est-ce pas? On a parlé, ils disent alternance. Bon, ce n'est pas une alternance, c'est une continuité. C'est juste le président qui a changé à la tête du pays. Bazoum étant un élément central du parti, il a pris pour continuer, comme il l'appelle la Renaissance Acte 3. Mais fondamentalement, la malgouvernance persiste encore dans ce pays. Merci. Bazoum, toujours dans le dur, on peut dire ça. Moi, je pense que vous aurez peut-être posé la question où est-ce qu'il nous conduit. Parce que moi, je me demande où est-ce qu'il nous amène où est-ce qu'il nous pousse. Parce qu'en réalité, il y a que nous constatons même dans tous les secteurs un certain recul. Il y a dit qu'au niveau social, avec les partenaires sociaux, son credo c'est le dialogue. On se rend compte que les syndicats là grèvent, mais il n'y a pas de dialogue. Le seul syndicat qu'on écoute, c'est celui qui accorde son violon à tout moment avec le pouvoir. Au niveau sécuritaire, vous avez vu, rien qu'hier nuit, l'une des villes sur notre corridor principal a été attaquée, occupée. Et bon, les terroristes ont fini Malheureusement, oui, hier nuit, Makolondi, la ville de Makolondi, oui. dont le poste de police a été attaqué. Oui, mais c'est que ce qu'il faut dire, c'est que les terroristes, comment on appelle ça, des postes ont circulé selon lesquels les terroristes ont ciblé un certain nombre de villes, dont Makolondi. Mais aucune disposition n'est prise. Vous constatez que dans les postes qui circulent, on dit qu'il n'y a que la police. Pourquoi la police sur un front de guerre uniquement? Alors que Makolondi, c'est véritablement une porte d'entrée. Oui. C'est vrai que la route s'est dégradée du côté du Burkina Faso. Et le marché a même été octroyé malheureusement depuis 2 ans. Les travaux n'ont pas pu se poursuivre.
Mais il se trouve que Makalondi reste quand même une zone de guerre. Ce n'est pas la première attaque. C'est la 3e ou 4e attaque. Mais pourquoi moi je me dis, ou il ne sait pas ce qu'il veut, ou bien il est mal renseigné. Parce qu'une ville comme Makalondi qui a une frontière, on ne laisse pas les policiers. Les policiers, là-bas, ils accomplissent des tâches administratives pour les passagers qui vont et qui reviennent. Mais le plus souvent, il faut les protéger. On leur demande d'accomplir les tâches administratives et de se protéger. C'est quasiment impossible. Et ils ne sont pas en grand nombre. Là, il y a 2 semaines, 2 ont été tués lors d'un transfert, du retour d'un transfert. Donc moi je me dis, si déjà sur le plan sécuritaire, on se rend compte que la situation ne fait que se dégrader, ces terroristes-là, ils ont attaqué Al-Mahou. Hier, ils n'ont même pas accroché l'opération NIA parce que l'opération NIA est venue, semble-t-il, après leur départ. Donc finalement, ces gens-là, ils n'ont plus peur de nous. Et les postes des forces de défense et de sécurité montrent que ces terroristes-là, on le vend en poupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont plus peur d'affronter. Contrairement à ce que les gens disent, ils ne tentent plus des embuscades, ils attaquent des positions. Et ils attaquent des positions en grand nombre. Ils vous submergent et puis bon, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils se retirent. Moi, je me dis, sur le plan sécuritaire, si ça ne va pas, rien ne marche. Maintenant, le seul domaine qui marche, c'est le domaine de l'arnaque, de l'escroquerie, des surfacturations, où finalement, chaque jour, vous avez un scandale, vous découvrez un scandale. En tout cas, en dehors de ce secteur-là, je ne vois pas ce qui a bougé. Le Monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui pose la question qui sied, si l'on peut dire comme ça, puisque le journal Le Monde d'aujourd'hui donc a titré en 2 du président Bazoum, quelle moisson sera présentée aux Nigériens? En 2 du président Bazoum, quelle moisson sera présentée aux Nigériens? Oui, quelle moisson sera présentée? Je ne sais pas, je viens tout à l'heure de faire un peu l'introduction par rapport. Je dis, il n'y a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? On est toujours dans les discours, que ce soit dans le domaine de l'école, n'est-ce pas? Le discours, dans l'encensement, montrer le monde petit, quand on pose, il faut chanter à tue-tête, voilà ce que nous avons fait. Moi je dis, l'école c'est un vaste chantier, n'est-ce pas? Et quand on voit un peu aussi, même par rapport à la gestion de l'école, les choses qui sont en train d'être posées, on se pose bien des questions. Est-ce que véritablement on veut sortir de l'école de l'ornière? Parce qu'on a comme l'impression que tout est devenu affaire de marché, n'est-ce pas? On a vu avec la construction de combien de classes sur fonds propres, constantes là, et en matériaux, comment dire, en classe, les classes alternatives, on voit comment ça se passe. L'essentiel, c'est que la clientèle politique puisse bénéficier, mais du point de vue même des changements, il n'y a pas grand-chose au niveau de l'école. Au niveau de la sécurité, ce que Dr Bounti vient de dire, c'est la même chose. On vient, on chante que non, la situation est calme, on maîtrise. Non, on ne maîtrise pas cette situation, malheureusement. On ne maîtrise pas, parce que si on maîtrisait cette situation, on n'allait pas assister, par exemple, ce qui s'est passé à Makolondi. Tout le monde sait la position stratégique de Makolondi, n'est-ce pas? C'est le dernier point important avant d'aller au Burkina Faso, et c'est la zone des 3 frontières. Comment se fait-il que cette localité puisse être, et qui vienne, on dise aux environs de 19 heures? Oui, mais malgré tout, mais on peut dire que la situation est plus ou moins sous contrôle. Oui, mais le problème... Par rapport au Burkina Faso, par exemple. Non, moi je n'aime pas faire ce genre de comparaison. Oui, je veux dire... Puisque la situation sécuritaire... Oui, dans la zone, mais moi je n'aime pas faire ce type de comparaison. Moi je vois ce qui se passe chez moi. On peut quand même relever cela. Oui, d'accord. Mais moi je vois ce qui se passe chez moi. Parce qu'au départ, quand il y avait cette coopération militaire au niveau de la zone, l'opération Tali, là où il y a eu jusqu'à 3 missions, 3 opérations conjointes, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Mais Nigéro-Burkinabé, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Mais je crois que l'opération a été interrompue. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait cette opération encore. Et on voit bien ce qui se passe. Parce que quand on dit sous contrôle, mais moi, c'est ce que je ne comprends pas. Quand c'est sous contrôle, ça suppose que, je ne dis pas qu'il n'y aurait plus d'attaques. Mais ceux qui vont venir oser attaquer là, qui ne puissent pas parvenir à s'enfuir après leur forfait. N'est-ce pas? Ça veut dire que jusqu'ici, c'est nous qui sommes en train de courir. Quand ils viennent, ils posent les actes, c'est nous qui leur courons après. N'est-ce pas? Je veux bien qu'ils... Je ne dis pas que c'est pas... on ne peut pas considérer qu'on peut éradiquer totalement les actes. On peut fermer hermétiquement l'ensemble du Mais territoire. c'est que moi, c'est à quoi, en tout cas, l'essentiel des populations nigériennes s'attendent, c'est que quand ces gens-là viennent, ces attaques-là, mais quand ils attaquent, ce n'est pas des attaques flash. N'est-ce pas?
Ça prend des heures souvent. Le temps qu'ils fassent au moins ce qui est le déploiement nécessaire pour pouvoir les massacrer, tous ceux qui sont arrivés sur le terrain, pour que les autres qui ne sont pas venus, ils sachent qu'en venant, voilà les risques qu'on encourt. Mais venir tranquillement poser les actes et puis replier, et on ne sait même pas par où ils sont passés. C'est ça. Ça veut dire que sur la question de sécurité, on dit on maîtrise. Non. Maîtriser suppose qu'on arrive à contrôler de manière globale la zone où le problème est pernicieux. Mais quand on n'arrive pas à contrôler, ils tapent par-ci, après ils vont vers Wallam, ensuite ils vont vers... On avance, vous avez parlé de l'éducation, de la sécurité. Bon, oui. Alors, l'éducation. Non, vous avez parlé de l'éducation et de la sécurité. De la sécurité. Maintenant, du point de vue même du social, en 2 ans là, la situation s'est considérablement dégradée pour les ménages nigériens. Ça c'est indubitable, c'est indéniable. La cherté de la vie. Et l'État est incapable de créer des conditions pour que les citoyens modestes, les ménages, puissent accéder. Chaque jour, c'est la flambée. Chaque jour, les prix montent. Pourtant, on a un ministère de commerce. On doit quand même pouvoir harmoniser. On dit, bon, nous sommes dans un contexte de libéralisation, je suis d'accord. Mais au moins, il y a un certain nombre... Il n'y a pas un pays au monde où, par rapport à un certain nombre de produits, on ne met pas de canevas pour dire, voilà comment ça doit fonctionner. Ça, de ce point de vue, tout le monde se plaint aujourd'hui, n'est-ce pas? Sur le plan social, même sur le plan, comment dirais-je, de la qualité de vie. La qualité de vie ne s'est pas améliorée en 2 ans. Rien du tout. Ça a commencé à se dégrader depuis pratiquement 2018 avec les nouvelles mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Absolument. Ça s'est dégradé avec la pandémie du Covid, n'est-ce pas, qui a entraîné la fermeture de frontières. Absolument. Ensuite, après, on a vu, c'est des mesures antisociales qui sont venues s'ajouter comme la hausse du prix du litre du gasoil à la pompe, qui a renchéri davantage les prix à cause du transport. Et tout ça, les gens résignés sont en train d'observer. On se pose bien des questions, à quoi servent certains ministères? Parce que normalement, ils doivent pouvoir créer les conditions, mettre en place des mécanismes pour réguler, pour permettre au moins aux pauvres citoyens, aux pauvres populations à la base, qui sont les plus nombreux, mais bien évidemment, d'accéder à un minimum, n'est-ce pas? Est-ce que c'est fait? Bon, je pense que tout ça là, ça résume tout. Ça résume les problèmes, les véritables problèmes de ce pays. J'avais dit la sécurité et la question de la gouvernance même. Être-ce que ça a changé? Il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes pratiques qui se poursuivent, n'est-ce pas? Avec des marchés, souvent, on se pose des questions. Comment ça se fait que un tel marché a pu être donné? Et souvent, dans des investissements, on se pose bien des questions. Par exemple, si je dois revenir sur cette question de l'école, on parle de classe digitale. Alors que la classe ordinaire, le travail, l'école, on n'arrive pas à gérer ça. On va dire on est digital. Ou il faut qui nécessite par exemple Internet en permanence, qui nécessite un certain nombre de choses. On peut s'investir dans ça, alors qu'on a des problèmes. Dans l'école traditionnelle même, on a des problèmes. Docteur, quelle motion sera présentée au Nigerien selon vous? Peut-être des slogans, comme Youssoufa a l'habitude de le faire. Le Niger connaîtra la plus forte croissance dans l'espace 6 mois. Bon, ça c'est peut-être faire rêver, mais concrètement, on se rend compte que le niveau de vie des Nigériens ne fait que se dégrader. Au niveau de l'école, vous avez vu, des gens qui n'arrivent même pas à assumer des classes en matériaux définitifs se lancent dans des classes digitales simplement parce que c'est des marchés qu'il faut donner à des courtisans qui eux-mêmes peut-être versent au ministre des rétro-commissions possibles. Donc dans ces conditions-là, moi je me dis que le bilan qu'il va présenter, lui-même je pense qu'il n'y croit pas. S'il le présente comme étant positif, c'est qu'il n'est pas de bonne foi. Le problème fondamental, c'est que les Nigériens se demandent où est-ce qu'ils nous mènent. La question principale, où est-ce qu'on va? Parce que le problème aujourd'hui, il y a une sorte de déconstruction de l'État. L'État est déconstruit au profit de particuliers. Il y a de plus en plus de particuliers qui prennent le primat sur l'État. Regardez, rien que dans la ville de Niamey, on dit on arrête la construction de stations d'essence. Face au Fonds africain de solidarité, vous découvrez une station d'essence quand même en plein milieu de plusieurs écoles. Vous, en cas d'incendie, vous risquez d'enregistrer des centaines et des centaines d'élèves et d'étudiants tués. Donc, moi je me dis, il va présenter sûrement un bilan, parce qu'à chaque fois, un bilan, mais ce sera en tout cas dans le fond un bilan à slogan. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il aura réalisé?
nous nous posons des questions. Où est-ce que nous mène? On se pose des questions. Le seul bilan, peut-être positif, qu'il va présenter, c'est la présence des forces étrangères. Ils vont nous avons accueilli les Français parce que voilà, ils étaient en déshérence, ils ont été chassés. Nous avons, dans un acte humanitaire, accueilli les forces françaises qui, aujourd'hui, définissent elles-mêmes le rôle qu'elles vont jouer. S'il vous plaît. Ces forces françaises disent vouloir transformer leur présence en académie. Tu vas apprendre quoi à nos soldats qui sont sur le terrain, qui se battent, alors que toi, tu es dans un truc climatisé, tu n'as jamais assisté au combat. Parce que dans les académies militaires, ce qu'on apprend, c'est des expériences d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, qui ont été sur le terrain, qui se sont battus, qui, à partir d'un certain nombre de combats, disent voilà dans quelles conditions, par exemple, il faut faire des tranchées, dans quelles conditions il faut faire intervenir là. Vous êtes là cantonné dans des machins, des conteneurs à l'aéroport, et vous allez apprendre à nos soldats quoi? Donc moi je me dis, la seule motion, c'est la présence des forces étrangères sur notre sol. C'est le seul bilan positif qu'il a. Peut-être que c'est un acte humanitaire, un geste humanitaire pour des Français qui étaient en désarroi. Il les a accueillis et puis Aujourd'hui, les députés qui ont voté la modification de la déclaration de... Moi, je pense qu'ils doivent avoir la conscience malheureuse. Parce que, voilà des gens qui sont venus, qui disent qu'ils sont venus nous aider. Hier soir, on nous attaque. On n'a vu aucun avion ni hélicoptère. Bon, encore que cette histoire cette question de présence militaire étrangère, il n'y a pas que la France qui soit présente au Niger militairement. Non, c'est elle qui... Il y a les Américains qui sont là, il y a les Italiens, il y a les Allemands qui sont là. Oui, les Allemands sont oui, bon, voilà. Non, surtout les gens qui sont près comment on appelle ça? Macolondi, c'est les Français. Ils ont plus de 1500 hommes ici. Mais on les va voir sortir. Donc moi je me dis, on les a accueillis à des fins humanitaires. Mais il ne peut pas dire que, étant venus à des fins humanitaires, accueillis à des fins humanitaires, qu'ils peuvent former... Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein, non, c'est Macron qui a dit qu'il faut transformer les bases en lieu d'académie, de formation. Oui, non, mais vous dites qu'on les a accueillis à des fins humanitaires. Non, sinon, dans tous les cas, ils avaient un mois. C'est sur la base de coopération militaire. En plus, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement... Il ne faut pas comparer nos situations à celles du Burkina Faso sur le plan sécuritaire. Les Burkinabés sont à l'offensive, c'est pourquoi ils perdent beaucoup d'hommes. Eux, quand ils repèrent les djihadistes, ils foncent dessus. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts. Eux, ce n'est pas uniquement en restant sur leur position qu'ils perdent des hommes. Ils sont à l'offensive. Les gendarmes, là, ils étaient en offensive quand ils ont été tués. Les 51 là. Eux, ils n'étaient pas sur une position. La position qu'ils ont pu attaquer, c'était la position de Djibo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne sommes pas à Setanga. Nous ne sommes pas à Petelkole. Mais le Burkina a plus d'un régiment à Setanga. Or, les Nigériens sont où? Ils sont à Terra. Donc, voyez, moi je me dis que sur le plan sécuritaire, on ne doit pas avoir d'état d'âme. Ce qui importe, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Nigériens. Ça veut dire que nous n'avons pas d'état d'âme à collaborer avec des États qui soient dirigés de manière démocratique ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous mettions nos forces en synergie pour essayer de combattre le terrorisme. Mais venir nous replier, regardez, vous allez voir qu'après Makolondi, là, les gens vont quitter. On va dire à la police, dès que vous reculez, les terroristes occupent le terrain. Moi, je me dis, est-ce que fondamentalement, Bazoum maîtrise le renseignement? Parce que si tu maîtrises le renseignement, tu ne peux pas laisser des policiers, même si c'est un régiment, tu ne peux pas les laisser en première ligne. La première ligne, dans une guerre, c'est pour les forces armées. Donc pour vous, la motion, elle est encore plus pauvre dans la sécurité, en termes de sécurité. C'est l'humanité, c'est l'accueil des Français, des forces françaises à des fins humanitaires. Moi, je pense que sur le plan social, tout le monde voit ce qu'il y a. Il y a pas, on n'invente rien du tout. On ne peut rien cacher au peuple. Qu'est-ce qui marche? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une dégradation continue du niveau de vie des Nigériens. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Même si Bazoum vient dans un discours nous dire que tout va bien comme dans le meilleur des mondes, c'est faux. On constate que la vignette augmente, on constate que le niveau de vie, on constate que le transport augmente, on constate que chaque jour, le panier de la ménagère diminue de poids. Ça, c'est un constat. Il ne peut pas nous expliquer il ne peut pas nous prouver le contraire. Donc moi, je pense que au niveau de l'école, le dernier scandale, c'est les classes intelligentes. Voilà. Voilà, donc, moi, je me dis sincèrement, la question que les Nigériens se posent, c'est où est-ce que Bazoum nous mène? Voilà. Le Hérisson, on peut lire à la une du Hérisson, peut-être une tentative de réponse à toute cette situation. En tout cas, c'est comme ça que nos confrères le voient.
le journal Le Hérisson titre donc remaniement du gouvernement, mesdames et messieurs, les entrants et les partants, à vos marques. Remaniement du gouvernement, mesdames, messieurs, les entrants et les partants, à vos marques. Et puis le journal L'Éclosion, hebdomadaire L'Éclosion, qui titre un remaniement du gouvernement pour détourner l'attention. Un remaniement du gouvernement pour détourner l'attention. C'est une interrogation qu'on peut lire à la une de ce journal. Est-ce qu'il s'agit d'un remaniement du gouvernement pour détourner l'attention? Alors, ces deux réflexions, ces deux déclarations, l'une est exclamative, l'autre est interrogative, de nos deux confrères, Le Hérisson et L'Éclosion. Est-ce que ça résume cette situation? Ici, le Hérisson pense qu'un remaniement ministériel à profondeur est dans l'air. C'est pour réajuster peut-être tout ce qui ne va pas et recadrer le cap. Puisque le docteur dit qu'on ne sait pas où on va, c'est recadrer peut-être le cap, refixer les objectifs, etc. Ou alors, c'est juste un remaniement, encore un de plus, depuis ces 10 ou 12 dernières années, pour juste détourner l'attention. D'abord, ça peut être une réponse. Non, Abraham, non. Moi, c'est changer des hommes pour changer des hommes. C'est pas ça qui va gérer. C'est pas ça la solution. La solution, c'est la gouvernance. C'est la qualité de la gouvernance. Si c'est pour juste changer, parce que moi, en cela, je ne crois pas à ces histoires de remaniement, où c'est juste des hommes qu'on change, on enlève un tel, on met un tel, qui va continuer dans la même politique. Oui, mais il arrive que le changement des hommes ça ne va rien changer, ça ne va rien, ça ne va rien. Quand les gens qu'on nomme, c'est pourquoi on parle d'alternance souvent. Tu sais pourquoi? Mais l'alternance là, l'alternance suppose, au niveau de la gestion, les choses ont radicalement, on a fait le diagnostic, on a vu comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, et en fonction de ça, on recadre pour que les ratés là puissent être, comme on avait dit, rétrécis, n'est-ce pas? C'est ça en fait l'alternance, et c'est ça la gestion. Mais quand c'est pour faire la même chose, quand c'est pour... Attends, moi je pose la question, mais quand on prend, ils font quoi? Excusez-moi, mais je vous pose quand même. Laissez ce gouvernement avec le même nombre de ministres et les ministres qu'on connaît, que vous avez souvent critiqués ici à cause de pour certains de leurs précédents, des précédents qui traînent pour être là. Laissez ce gouvernement continuer jusqu'à, je ne sais, ou peut-être jusqu'à la fin du mandat, et peut-être essayer de changer un peu pour... dans l'espoir que ça va procéder un déclic. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux selon vous? Qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est le changement à la gouvernance, le mode de gestion de l'État, n'est-ce pas? Il faut d'abord amener les gens à comprendre que bon, tu es là en mission et que tu dois donner des résultats, n'est-ce pas? Il faut qu'on fixe des résultats à chacun pour dire, voilà, dans 6 mois, dans 1 an, voilà là où on veut aller. Mais qu'est-ce qu'on entend? Même quand il y a un remaniement, le même monsieur qui va changer, qu'on va changer, peut-être on va lui trouver un autre point de chute. Celui qui va venir, il va continuer dans la même lignée, dans la même lancée que celui qui l'a remplacé. N'est-ce pas? Conformément à la vision du chef de l'État, personne ne vient avec ses propres idées. Personne. Tout le monde se cache derrière, conformément à la vision. Mais dans la vision du président, quelle innovation toi tu as apporté en tant que ministre? Rien. Tu te contentes seulement d'exécuter et souvent tu exécutes mal. C'est ça. Comment dirais-je, remanier. Moi je me dis, pratiquement, ça ne change fondamentalement pas grand-chose dans la gouvernance. Pas grand-chose. N'est-ce pas? Mais c'est à ça qu'on assiste pendant toutes ces années. C'est des remaniements récompenses, souvent. Ce n'est pas des remaniements parce qu'on sent que par là ça ne va pas, dans tel secteur ça ne va pas. On va amener quelqu'un qui est capable de concevoir, quelqu'un qui est capable d'avoir des initiatives. Mais il n'y a personne qui développe des initiatives. Mais comment on peut fonctionner en pensant que tout repose sur le président seulement? Celui seul, en fonction de ce qu'il a dit dans son programme, même le décliner sur le terrain souvent, on ne sait pas le faire. Et on continue avec les mêmes pratiques que lui, il a décriées dans son comment on appelle ça, dans son discours d'investiture. Les mêmes pratiques, le favoritisme, le népotisme, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, avec ça, on va changer, composer avec des gens qui sont incompétents. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là.
n'est-ce pas? Docteur. C'est juste une récompense. J'ai milité pour le parti m'a récompensé. Docteur, oui, mais quand même, continuez avec les mêmes têtes, ce même gouvernement, et essayez de changer pour faire bouger les choses. Il y a quand même, c'est un choix à faire. Oui, mais le problème, c'est que il faut, si les gens tenaient compte de l'opinion, mais je ne pense pas que Bazoum tienne compte de l'opinion nationale. Ce qui l'intéresse peut-être, c'est l'opinion publique internationale. Sinon, lui-même, il a reconnu en privé qu'il y a des ministres, en tout cas, dont il se pose lui-même la question quant à leurs compétences. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de citer Gbagbo, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a refusé, malgré l'hyperpuissance de son parti, il a refusé de politiser les postes de gestion. Tu n'es pas compétent, même si tu es du FPI, ils ne te nomment pas. Tu es du FPI, ils te nomment au bout d'un an, si tu ne donnes pas de bons résultats, ils te dégomment. C'est ça le chef. Mais malheureusement, Bazoum n'est pas le chef. Il ne choisit pas les ministres, il ne choisit pas le Premier ministre. Il ne choisit, peut-être sur 10 ministres, son mentor lui donne la possibilité de choisir 2. Mais tu ne peux pas gérer un État de cette manière-là. Tout le monde sait que le Premier ministre actuel, ce n'est pas Bazoum qui l'a imposé. Tout le monde sait que le ministre de la Défense, ce n'est pas Bazoum qui l'a imposé. Tout le monde sait que le ministre des Finances, ce n'est pas Bazoum qui l'a imposé. C'est son mentor qui... Or, quand vous n'avez pas les ministères de souveraineté, le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas lui qui l'a imposé. Donc, quand les ministères importants, vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas agir sur leurs acteurs, vous n'avez pas le pouvoir. Fort malheureusement, on se rend compte que Bazoum est encore sous tutorat de Youssouf. Regardez comment, dans un pays organisé, un ministre du pétrole se déplace. Dans une région, on dit de l'accueillir parce que c'est le fils d'un tel. S'il vous plaît. Dès là, tu ne reviens pas, tu n'occuperas pas le poste. Dans certains pays, tu ne reviendras pas dans ce ministère-là. On l'a fait au ministre des Affaires étrangères actuel quand il était ministre. C'est en pleine mission qu'ils l'ont dégommé. Même le véhicule officiel, on lui a dit, tu ne rentres pas dedans. Le chauffeur est revenu avec lui. Mais pourquoi ne pas le faire? Comment un ministre en activité? Si tu vas dans le cadre d'un parti, ok, tu es parti dans le cadre. On dit non, un ministre du pétrole. À quel titre on va t'accueillir comme un président en exercice? Donc, en réalité, le problème, on se rend compte, ce n'est pas que les gens racontent, les gens observent. On observe que la réalité du pouvoir n'est pas entre les mains de Bazoum. Donc, il ne fait que brasser des slogans. Concrètement, le pouvoir est ailleurs. Et tant que le pouvoir est ailleurs, moi, je suis sûr que... Le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra même pas faire un remaniement du non, gouvernement. Non, pas en cas, il ne mettra pas des ministres... Même s'il le veut? Non, même s'il le veut, il ne mettra pas des ministres compétents tels que lui, il l'a en tête. On va lui imposer des gens... souvent des gens grabataires, même les conseils là on le lui impose, simplement parce qu'on considère que non, voilà, on t'a amené au pouvoir, non pas parce que tu vas défendre l'intérêt général, mais simplement parce que tu vas défendre l'intérêt du clan qui m'a accompagné pendant une dizaine d'années pour que ces gens-là n'aient pas de problème, même s'ils ont détourné les biens publics. Voilà le problème fondamental. Il ne faut pas se le cacher. Donc, en temps clair, un remaniement gouvernemental ne changera pas grand-chose. Non, ça ne changera rien. Non, tant que ce n'est pas lui-même qui désigne. Parce qu'il connaît ces personnalités-là, il a le CV de ces personnalités, il a fait enquêter par ses services sur leur vie passée et autres là, il sait que ces gens, tant que ce n'est pas lui-même qui les désigne, mais il n'y aura rien. Les gens vont venir. C'est quoi le problème aujourd'hui au Niger? C'est les postes de nomination et les marchés publics. C'est là-dessus que tout le monde agit. Et tant que tu n'as pas la possibilité de dégommer ces gens-là, ce n'est pas possible. Moi, je me dis, un remaniement juste pour comment on appelle ça, pour la forme, ça ne servira à rien du tout. Bazoum n'a pas le pouvoir est ailleurs. Bazoum acceptera, il s'accommodera en tout cas avec des ministres qu'on lui désignera. Sinon, il sait que lui-même, il y a des ministres qui ne sont que des faire-valoir. Peut-être le titre, ce second titre du journal Le Monde d'aujourd'hui résume assez bien le contexte et la situation dans laquelle se trouve le président de la République, puisque Le Monde d'aujourd'hui, le journal titre Bazoum, donc en ce qui concerne la gouvernance et la gestion du pays, le malaise de Bazoum. Le Monde d'aujourd'hui titre le malaise de Bazoum. En fait, le malaise de Bazoum, selon notre confrère, résume du fait qu'il est dans une posture où il est plus occupé à satisfaire les desiderata des uns et des autres
que de prendre en compte ses propres initiatives, ses promesses, ses engagements, etc. Tout à l'heure, Dr Bounty vient de parler de son mentor. S'il ne peut même plus faire un remaniement du gouvernement et mettre les ministres qu'il aura choisis ou qu'il voudrait voir à la tête de certains départements ministériels, on peut parler de véritable malaise en ce moment. C'est un malaise dont il a hérité parce qu'il y a une situation qui est là. Malheureusement, il ne peut pas se défaire, n'est-ce pas? Au tout départ, les gens pensaient que, je ne dis pas de rompre totalement, mais au moins qu'il y ait une espèce de rupture, de changement dans la façon de concevoir les choses. On n'a pas assisté à ça. Bien au contraire. On voit, quand des gens ils sortent d'un poste ou pas appelés à la retraite, ils sortent d'un poste, on leur trouve toujours un point de chute à la présidence. N'est-ce pas? Rendre conseiller. Les gens ont décrié ça, ces pratiques-là. Où on va mettre des gens comme ça, parce que tout simplement, ils sont militants du parti, on va les mettre, ça va gréver, en tout cas le budget national, on va payer déjà à ne rien faire. Pléthore de conseillers, pléthore de ceci, cela. Ça va servir à quoi? Ils servent à quoi exactement? C'est juste des trucs de récompense pour que la personne trouve à manger. Et de l'autre côté, voilà les travailleurs qui revendiquent un certain nombre de choses. On considère que, non, ils n'ont pas le droit de revendiquer au regard du contexte dans lequel évolue le pays. Où ils sont manipulés, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est normal dans un État? Non, parce qu'eux, ils sont productifs. Mais ceux-là qu'on casse dans ces histoires-là, dans ces trucs, dans les institutions, mais ils servent à quoi? Ils servent à quoi? C'est des budgétivores, tout simplement. Maintenant, tant qu'on ne peut pas mettre fin à tout ça, tout à l'heure, et Dr Bounty vient de dire quelque chose, et oui, effectivement, quoi qu'on dise de Laurent Gbagbo, lui, c'est quelqu'un de pragmatique. Il veut des résultats. Et il n'a pas besoin de savoir de quel bloc tu es, si tu es compétent. Il vérifie qu'il y a une compétence qu'on peut exploiter, il n'hésite pas. Quel que soit par ailleurs ce que les autres veulent. Il dit non, c'est le pays qui doit avancer, ce n'est pas un parti où c'est. Mais malheureusement, on a le sentiment que c'est les mêmes pratiques qui continuent et il est dans ce malaise-là. Il veut bien, mais est-ce que, on dit il est entravé, mais j'ai dit, il peut mettre fin à ces liens-là. Il peut créer les conditions, en tout cas, pour pouvoir donner des résultats avant la fin de son mandat. Mais rester dans ce contexte, dans ce carcan pour penser que c'est avec l'exécutif de mon parti qu'on va gérer. Moi, je me dis, on est parti pratiquement pour 5 ans sans grand-chose à son actif. Je suis convaincu que où il rentre avec les pratiques qu'il a trouvées, auxquelles il avait assisté, ou bien il va continuer, ou il va changer. Et là, à ce moment, on peut s'attendre à des résultats. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ait ce courage, cette volonté-là. Il manifeste même cette volonté de changer. Vous dites qu'on dit qu'il est entravé. Vous n'êtes pas sûr. Mais entravé, mais moi je dis, il a la Vous n'êtes pas convaincu. Non, aujourd'hui, quand même, celui que le président, les Nigériens ont élu, n'est-ce pas? C'est ça, on dit les Nigériens l'ont élu, n'est-ce pas? C'est lui le président. Officiellement, c'est lui le président. Mais pendant combien d'années il va rester dans les entraves? Pendant combien d'années? Quand est-ce qu'il va se libérer? Un mandat, c'est 5 ans. Alors, où il prend, il a déjà épuisé 2 ans. Maintenant, il lui reste pratiquement, parce que quand on dit 5 ans même, c'est pratiquement 4 ans. À partir de 2025, c'est carrément le contexte, on rentre dans le cycle électoral, un nouveau cycle électoral. Ça veut dire qu'il ne faut rien attendre, la 5e année, il ne faut rien attendre de ceux qui sont au pouvoir. Chacun essaie de travailler sur comment il peut revenir encore au pouvoir. Docteur. Non, moi je vous donne un seul exemple. Le dernier conseil des ministres, les marchés qui ont été octroyés. À qui? Pourtant, c'est des milliards. Ou Bazoum n'est pas compétent, ou il n'a aucune maîtrise de l'appareil de l'État. Parce que, avant d'octroyer ces marchés-là, ça passe d'abord en conseil de cabinet. Ça passe en conseil. Mais mais monsieur le ministre, vous octroyez des marchés de 5 milliards. C'est quelle entreprise? Et à quelle fin? Prenez le document. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'on se rend compte que quand l'opinion dit qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas le pouvoir, c'est un des faits significatifs. Le dernier conseil des ministres, des marchés de plusieurs milliards ont été accordés, mais on ne sait pas à quelle entreprise. Pourquoi? On dit non communication en conseil des ministres, mais quand même le ministre communique en conseil des ministres, tu te rends qu'il y a des... Mais il faut le rabourer sur place et lui dire de ne pas octroyer le marché. Parce que c'est dans des conditions obscures. N'est-ce pas? Il sait en public qu'il faut le rabourer. Regardez l'affaire MDN.
Lui, le ministre en charge, il peut faire une enquête. On découvre qu'il y a des malversations. Toi, tu vas étudier aux étudiants le ministre. Pourquoi? Donc, et dans ces conditions, pourquoi? Parce que simplement, tu considères que non, il y a des gens peut-être qu'il va falloir protéger là-dedans. Tu n'es pas là pour protéger des malfrats. Tu es là pour diriger un pays. Il faut que les choses soient très claires. Le monsieur, il est membre de ton parti, il a posé des actes qui vont à l'encontre de la morale, tu as le droit de l'enlever. Parce que toi, tu es au-dessus des intérêts partisans. Tu es là pour l'intérêt général. Écoutez, les marchés que vous octroyez là, pourquoi c'est tout le temps les mêmes personnes? Quelles compétences ces gens-là ont plus que les autres pour avoir tout le temps les mêmes marchés? Donc ça veut dire quoi? Ce que je veux, c'est qu'on équilibre. Tu peux même demander à ce que des entreprises dirigées par l'opposition aient accès au marché. Parce qu'apparemment, il y a une rupture d'égalité au niveau de l'octroi des marchés publics. Il n'y a que, oui, même pour construire des classes, il faut être de la mouvance. Non, je pense que ce sont ces faits-là qui prouvent, en tout cas, que le monsieur, il ne maîtrise pas le pouvoir. Ou il est incompétent, ou il ne maîtrise carrément pas le pouvoir. En conseil des ministres, il y a des choses qui passent, mais quand vous les lisez, vous êtes dépassé. Comment un président de la République, avec toutes les compétences que tu as tout autour de toi? Parce que toi, aujourd'hui, tu n'as aucune excuse. Tu n'es pas un novice. Tu fais partie du système pendant une décennie. Donc, tu as eu le temps d'étudier ce que les gens font. Tu sais que derrière chaque marché, il y a des soupçons d'eux. Mais demande d'abord à tes conseillers de te situer par rapport, avant même que ça ne passe en conseil des ministres. N'est-ce pas? Dès que ça passe en conseil de cabinet, tu dis au Premier ministre, envoie-moi copie de ce que vous avez délibéré pour que le jour J, là, on ne perd pas du temps. Tu dis à tes conseillers d'étudier les modalités, comment se fait-il que, voilà. Les gens vont te faire une note technique. Le jeudi, quand il y a conseil des ministres, tu sais déjà à quoi t'attendre. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que sous ses yeux, on est en train de commettre des malversations parce que ce dernier conseil des ministres est la preuve que, en tout cas, ces marchés-là ne sont pas donnés de manière régulière. Donc, dans ces conditions-là, pourquoi tu veux que quand tu parles de lutte acharnée contre la corruption, que les gens te croient? Sous tes yeux, les gens sont en train de voler. Mais pour vous, quand le journal parle de malaise de Bazoum, le malaise se situe où à ce niveau? Non, le malaise, c'est que lui-même se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir. On dit non, il est entravé. Mais si tu es entravé, enlève les chaînes. C'est tout. Tu es entravé, enlève les chaînes. Surtout que tu n'es pas prisonnier officiel. C'est officieusement. Les gens, ils peuvent t'amener au pouvoir, mais tu n'es pas obligé de jouer leur jeu. Il faut savoir, il a lu là quand même la philosophie politique. C'est pas parce que vous m'avez amené au pouvoir que moi je peux me redresser contre vous. Maintenant, c'est une question d'intelligence et de ruse, la gestion de l'État. Oui, moi tu ne peux pas m'empoigner éternellement. À la prochaine tentative, moi je finis avec toi, c'est clair. Parce que il a lu quand même les classiques. Il a lu Marx. Il a lu Lénine. Il a vu les pratiques de Staline. Et même dans les démocraties libérales. Encore qu'on est dans une démocratie. Même dans les démocraties dites libérales. Oui. Mais quand quelqu'un commet des malversations, on ne le regarde pas. C'est-à-dire, c'est un système où on sait que l'argent joue. Mais dès que vous êtes à côté de la ligne, ou bien vous abandonnez la ligne, on vous laisse chuter. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez, regardez dans le cas des États-Unis même. Les ministres qui ont été épinglés, le système s'en est débarrassé rapidement. Pourquoi? Parce que si vous les laissez continuer, ça va gangréner le système et il va arriver un moment où vous n'aurez plus de mandat des électeurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous débarrassez en tout cas des estropiés, des grabataires, pour ne pas vous laisser gangréner par une maladie. Second malaise, ça vient du journal Le Nouveau Républicain qui titre « Niger-France, Bazoum prend-il le virage de l'insoumission ?» Niger-France, Bazoum prend-il le virage de l'insoumission? C'est la une du journal Le Nouveau Républicain que l'on tarde à voir s'afficher, cette une du Nouveau Républicain, voilà. Niger-France, Bazoum prend-il le virage de l'insoumission? Oui, parce que selon certaines indiscrétions, sur la dernière situation, donc la présence des
forces françaises au Niger, celles qui devraient venir du Burkina Faso, les forces spéciales, qui devraient, l'opération Sabre, là, si je ne m'abuse, qui devrait s'installer selon les premières informations dans la zone d'Ayoru. Bon, ce n'est plus à l'ordre du jour, ces forces rentreraient en France plus tôt que prévu. Et il semble que c'est parce que le président de la République ne s'est pas montré assez flexible sur ce point. Mais là aussi, il y a un malaise parce qu'on a l'impression, depuis le début, que effectivement, on accuse le gouvernement et le président de la République de faire le jeu plutôt de la France dans ce dossier de la présence militaire française au Sahel. Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin pour le comprendre? Dans la sous-région, nous sommes le seul où on acclame de deux mains, n'est-ce pas? Où on s'insurge contre les citoyens même qui osent dire que les Français doivent quitter ou la force militaire française doit quitter, n'est-ce pas? Et karma, de manière ouverte, de manière, comment dire, ils viennent à la télé, c'est le plus souvent le qualificatif, une minorité, une poignée qui ne représente pas l'opinion. Alors que c'est généralisé dans tout ce pays, dans tout le Niger, dans toutes les régions. Il y a la contestation de cette force parce que les gens constatent qu'elle n'a pas apporté de plus-value dans le cadre de la lutte. Elle est là, on ne sait pas pourquoi elle est là exactement. Et c'est pas quand la force a quitté le Mali, les Maliens, quand même, on ne va pas dire que nous sommes plus intelligents, nous sommes plus que les Maliens. Les Maliens ont perçu que cette France-là, cette force militaire, la force Barkhane, finalement, elle est là même pour entraver quelque part, comment dirais-je, la capacité d'intervention de l'armée malienne. Et si, quand on dit Bazoum est allé, peut-être moi, je ne crois pas tellement, peut-être il est allé pour autre chose, mais lui-même, Macron, a senti que le sentiment anti-français, anti-force militaire française, parce que ce n'est pas un sentiment anti-français en tant que tel, c'est la présence de ces forces-là, les gens contestent. Mais on empêche même aux citoyens de contester. Quand au Burkina, les gens contestent, les autorités laissent faire. Au Mali, les autorités. Ici, on empêche même. Ça veut dire qu'ils sont les défenseurs de la France. C'est parce que peut-être Macron a senti que si ça vient encore, ces forces-là, comment ça s'appelle, oui, il va venir s'ajouter déjà à la force Barkhane qui fait l'objet de vives contestations. Ça va créer une situation, peut-être qu'il va échapper quelque part à Bazoum, n'est-ce pas? Et c'est ça, peut-être, certainement, il a dit renoncer, il a préféré que ces troupes reviennent tout simplement en France, qu'ils soient rapatriés en France. Mais je ne pense pas les rapports Niger-France, le poids, non, la gestion du poids, mais regarde comment, cette coopération non, mais la gestion, non, moi je vais dire une chose, mais ça a pris, non, attends, la gestion... Bazoum, est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut considérer que c'est une des malaises aussi? Mais alors, mais non, je sais pas, moi je me dis, les présidents qui s'émancipent vis-à-vis de la France, mais est-ce que je dois te dire clairement, mon opinion publique n'est pas d'accord avec la politique que je suis en train. Mais ils ne sont pas capables. Quand ils vont, c'est eux-mêmes qui insultent leur opinion publique. C'est pas ça. À combien de fois on a assisté à des ministres, à voir des ministres sortir pour dire que c'est une poignée, c'est quelques, comment on appelle ça, des marginaux qui sont là, mais sinon l'opinion de manière générale. On a vu comment le forcing a été fait au niveau de l'Assemblée pour modifier, comment on appelle comment ça s'appelle, la déclaration de politique générale. Mais jusqu'ici, concrètement, personne ne sait c'est quoi l'accord. Ils sont là dans le cadre c'est quoi leur mission sur le sol Niger. Jusqu'ici, personne ne le sait, n'est-ce pas? Quand on entend souvent dire, bon, c'est à la demande des autorités nigériennes qu'ils peuvent intervenir. Mais alors qu'ils s'en aillent, s'ils ne peuvent pas intervenir, même quand on est en difficulté, ils ont des avions et tout et tout. Comment peut-on comprendre? Vous dites que vous avez les moyens sophistiqués, que vous soyez sur le terrain et qu'on puisse assister souvent à ce qu'on peut qualifier de massacre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que ça coûte cher alors d'intervenir avec des avions. Si c'est ça, vous considérez que ça coûte cher pour la France, mais alors, retournez. Au départ, Bazoum avait dit, nous, on a juste besoin de moyens de guerre et des renseignements. Mais on sent que les moyens de guerre n'ont pas suivi. Et les renseignements aussi ne suivent pas, quelque part. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut aller dire aujourd'hui quand on dit qu'il a tapé du poing sur la table? Moi, je ne crois pas. Il n'est pas capable de taper du poing sur la table devant Macron. Parce que nous sommes les seuls où on chante Macron. N'est-ce pas ça? Dans toute la sous-région, on voit bien, mais on est incapable de dire non, il faut rectifier le titre. Il faut que Macron lui-même parle. La dernière fois, il est sorti, il dit bon, on va désormais être neutre.
On va désormais adopter une attitude de neutralité dans le cadre de la coopération avec les pays africains. Bon, il y en a qui ont acclamé, mais neutralité, quand vous maîtrisez, quand vous contrôlez la monnaie de la personne, comment vous pouvez observer une neutralité? Voilà, c'est des questions. Le plus souvent, c'est carrément même Macron qui reconnaît que les gens ont raison, c'est ce qui se passe chez eux, n'est-ce pas? Mais quand nos dirigeants, ils sont d'accord, ils pensent que nécessairement il faut cette présence. Moi, je ne pense pas qu'ils puissent. C'est de manière délibérée. Hein. C'est de manière délibérée qu'ils le font. On a vu sous l'ère Tanja, quand Tanja a décidé, il dit non, moi je ne vais pas aller négocier mon Iranoum chez vous, c'est vous qui allez venir. Et voilà mes conditionnalités. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Docteur Bouti. Moi je pense que quand on parle. Second malaise? Oui, du second malaise, c'est surtout. Non, pas de malaise. En fait, je crois que c'est au niveau de la négociation autour de l'uranium qu'il n'est pas en phase avec les Français. Il semble que lors de son dernier séjour. Les négociations qui sont actuellement en cours. Oui. Et donc il semble qu'il veut qu'on revienne à l'accord qui a été signé sous Imou et puis même le reste, il semble. Hein. Donc sur ce plan-là, moi je pense que s'il réussit, les Nigériens vont l'applaudir. S'il veut, il peut même demander qu'on organise des marches pour le soutenir. Ça là, nous allons participer. Parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Et je pense que c'est là-dessus. Hein. Les forces françaises là, Macron lui-même sait que ces forces-là ne peuvent pas rester au Niger. Surtout qu'il n'y a pas de machin. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a rien. Au contraire, les militaires, même à un moment, je pense, ils soupçonnent les Français d'aider les terroristes. En tout cas, c'est ce que les Maliens laissent croire. Donc, dans ces conditions-là, pourquoi les accueillir? Moi, je me dis, le malaise, surtout, le second, c'est que, en tout cas, il veut que la France respecte les accords qui ont été signés sous Tanja et qu'on ne revienne pas renégocier. Et sur ce plan, je pense que si c'est exactement ça. Oui, s'il réussit, en tout cas, il a l'accord, il a le soutien de tous les Nigériens. Quel que soit leur bord politique, les gens ne verront que l'intérêt public. Maintenant, il faudrait quand même qu'ils donnent des consignes fermes, on ne renégocie pas, même si les gens vont à Paris 1000 fois, qu'ils ne renégocient, qu'ils ne reviennent pas sur les accords qui ont été signés sous Tanja. C'est à prendre ou à laisser. À un moment, ils ont dit que notre uranium là, bon, ils nous l'achètent par charité. Vraiment, on ne veut pas d'achat par charité. Ce sera au prix du marché, vous achetez ou vous partez. Et moi, je pense que désormais, il faut chercher de nouveaux partenaires. Parce que l'uranium est en train de prendre un poids énorme. La France a vendu au moins 7 centrales de nouvelle génération dans les pays du Golfe là. Parce que certains prévoient que dans 50 ans, 30 ans, leur pétrole va s'épuiser. La France est en train de vendre des centrales un peu partout. Et c'est sur notre uranium. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui l'uranium a une certaine valeur. Si Bazoum insiste pour que le Niger tire son épingle du jeu, les Nigériens vont le soutenir. Il n'y a même pas de malaise là. Que la France sache que sur ce plan, au moins tous les Nigériens sont derrière lui. Tous les Nigériens vont le soutenir parce que là c'est l'intérêt général. En plus, la France ne peut pas nous laisser avec des 2 millions de tonnes de déchets. Il faut trouver le moyen de faire disparaître ces 2 millions de tonnes-là. Il faudrait que les populations où l'uranium est exploité profitent en tout cas des retombées. Parce que ces populations-là sont en train quand même de subir la radioactivité. On ne peut pas concevoir qu'à Tirozérine, il y ait une classe en paillote ou en peau de chèvre. Non, moi je pense que sincèrement, il faut renégocier l'accord avec le Canadien qui va prendre 80%. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je vous le dis, hein, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je considère que ça, là, au moins qu'on arrive à 40-60, on est d'accord. Moi, je pense que sur ce plan... Comme dans le cas du pétrole, quoi. Comme dans le cas du pétrole. Et puis, franchement, pour négocier, qu'on cesse de se déplacer. Nous avons notre matière première, vous voulez, vous venez. Vous ne voulez pas rester chez vous, on négocie sur la base de notre uranium, de notre recherche, mais chez mais c'est une stratégie. Le partenaire qu'on va négocier. De négociation. C'est-à-dire on te sort de ton cadre naturel. En ce moment-là, tu es vulnérable. Absolument. Non, si vous voulez négocier, venez chez nous.
Le président peut vous recevoir, il va nous donner les consignes maintenant pour qu'on rentre dans les détails. Mais il ne faut plus que nos délégations se déplacent. C'est comme la jeune mariée de Tanja. Quand tu veux envoyer la dot, tu ne dis pas aux parents de la fille, venez, je veux voir la contexture. Non, c'est plutôt vous qui vous déplacez dans la famille de la jeune mariée. En réalité, ils sont en train de vouloir, parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient arrivés, Tanja avait déjà tout négocié. Y compris par Imouraren qui devait... Surtout Imouraren. Voilà. Surtout Imouraren. Quand ils ont pris, les premières choses qu'ils ont posées comme acte, c'était de considérer qu'Arriva devait arriver à lever la possibilité de revenir. Arriva est revenu, bien évidemment, ils disent... l'uranium, n'est-ce pas? Ils ont concédé beaucoup de choses. En contrepartie, il y a eu de l'argent. Aujourd'hui, ils réalisent, parce qu'aujourd'hui, subitement, on dit c'est devenu une énergie propre. N'est-ce pas? Ça a pris de la valeur. Mais alors... Ils sont obligés ils voient bien qu'on a perdu beaucoup. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que c'est eux-mêmes qui disent que ça représente quoi dans les recettes de l'État? À peine 5%. Il y a combien de ministres, combien d'entre eux il y a plusieurs qui sont sortis dire que sinon ça ne représente plus rien. L'uranium, ça ne représente plus rien. C'est une ressource. Alors, si ça ne représente plus rien, que les gens cessent de venir. Et concernant la Canadienne dont tu parles là, mais la Canadienne est encore plus forte que l'uranium. Docteur Bunti. N'est-ce pas? La Canadienne, ils sont en procès actuellement avec les populations d'Agadez, n'est-ce pas? La première manche a été gagnée par les populations. La Canadienne a fait appel, mais c'est toute une armada qui s'est déplacée ici, des hauts cadres du Niger, qui se sont déplacés pour aller porter main forte au tribunal d'appel, en appel à Ottawa. Le président du collectif de la société civile, non, il a fait la genèse, comment les choses se sont passées, y compris le directeur général de l'agence judiciaire du Niger, plus des responsables du ministère des Mines, des responsables, pour aller prêter main forte à la Canadienne, qui non seulement l'étude d'impact environnemental et social, il a commencé sans avoir fait ce travail préalable là. Alors, quand tu parles de seulement, comment on appelle ça, le pourcentage, mais c'est plus grave que le pourcentage. Ils sont en terrain conquis, ces gens-là. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des hommes politiques cachés derrière, souvent, parce que ça prend de plus en plus, il y en a qui investissent dans ce secteur-là, mais en souterrain, ils sont là, c'est des acteurs politiques Non, que les gens investissent, ce n'est pas un problème. Non, mais il faut préserver l'intérêt général. Mais justement, mais le problème c'est ça justement, est-ce que les gens perçoivent l'intérêt général? C'est ça souvent, on essaie de compromettre l'intérêt au profit des intérêts particuliers. Et c'est ça qui est dramatique. Regardez la Hongrie. La Hongrie est membre de l'Union européenne. Mais la Hongrie refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie. Pourquoi? Parce que voilà. Et même le Japon, il semble que depuis la semaine passée, là, a commencé à réimporter du gaz et du pétrole. Parce que le problème, c'est que les Américains ont poussé les pays européens à rompre avec la Russie, mais ils ont multiplié par 4 le prix de leurs ressources qu'ils revendent aux Européens. Donc les gens se rendent compte qu'ils sont dans un jeu de dupes. C'est eux qui sont en train de tirer profit de... Oui, les Américains, en réalité, ils ont fourni 44 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en une année. Ce qu'ils n'ont fait à personne. Peut-être en dehors d'Israël. Israël va recevoir 35 milliards sur 10 ans. Parce que les 3 milliards 500 millions de dollars, c'est pour participer au budget normal. Tant qu'il n'y a pas de conflit, ça n'augmentera pas. Mais sur les 10 ans, Israël va recevoir 35 milliards de dollars. Voilà. Autre malaise, troisième source de malaise, et ça c'est la famille politique, le parti politique notamment. Le canard en furie, titre PNDS Taraya, le parti miné par un profond malaise. PNDS Taraya, le parti miné par un profond malaise. Voilà, pourtant, ce parti a tenu son dernier congrès en décembre passé, décembre 2022. On disait que tout a été remis en place, etc. Mais ce n'est pas ce que pense le canard en furie. Et cela risque d'être une source de malaise aussi pour le président de la République, quand on sait que le régime de la Renaissance est plutôt, comment dire, plus ou moins contrôlé par l'appareil du parti. Est-ce que ça peut, là également, constituer une source de malaise? C'est une véritable source de malaise, autrement. Vous êtes président, et des gens estiment que, non, ce n'est pas à vous de prendre les initiatives.
quand il y a des initiatives qui engagent le pays, c'est à nous d'abord de déterminer, en tenant compte, nous, de nos intérêts, pas des intérêts du pays, hein, parce qu'on a comme l'impression que le PNDS, aujourd'hui, est au-dessus de l'État. N'est-ce pas? On a ce sentiment-là qui est quand même dominant. Aussi, quand on parle de ce parti, on voit un super, alors que c'est un parti, c'est une association privée. Mais avec eux, le président est dans une espèce de, comme on avait dit, le président est pris quelque part en otage. Et même ses proches le disent, hein, il y a aujourd'hui beaucoup de contre des caciques qui considèrent que mais Bazoum n'est rien. Et qui continuent à croire que s'ils veulent, ils vont se défaire de lui. Alors, à partir de ce moment, bien évidemment, mais comme c'est un parti où il y a un Manitou qui est là, pratiquement qui décide de tout, même quand ça commence à gronder, il va venir, il va taper du poing sur la table, il va dire hey, mais ça qu'on se rappelle, hein, par exemple, dans ces interviews, des médias étrangers avaient dit que les grandes décisions, les décisions les plus importantes, ils les prenaient de façon collégiale. Oui, mais donc l'appareil du parti participe, en tout cas, au moins certains points oui, c'est lui-même qui a fait l'aveu, que certains points du parti, de l'appareil d'État, l'appareil du parti participe à la prise de grandes décisions qui engagent. Dans la mise en œuvre de son programme il l'a lui-même reconnu, malheureusement. Parce que tout ce qu'il a envie de faire, il ne pourra pas. Parce que si ça ne va pas dans la vision, si ça ne concorde pas avec la vision des classiques du parti, il ne peut pas mettre ça en œuvre. On voit comment ça piétine dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité. Bien évidemment, ça piétine parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînent des casseroles. On voit quand on les dégage, même on leur trouve des points de chute. Alors que c'est quand même un axe fort sur lequel les Nigériens l'attendent. N'est-ce pas? La lutte contre la corruption, l'impunité, l'injustice. C'est sur ces axes-là que les Nigériens l'attendent. Mais s'il ne peut pas lutter, parce que tout simplement, il y a des gens qui considèrent qu'il ne doit pas toucher à des points. Moi, je dis à partir de ce moment, on ne doit pas s'attendre à ce que quelque chose marche dans ce pays. Pendant qu'on dit on lutte, on prend des menus frétins, les gros poissons sont là, tout le monde le voit, ils se pavanent et tout. On fait des arrangements pour chacun et on considère que les gens, voilà, ceux qui méritent d'aller en prison, les voilà. Comment peut-on gérer un pays? Tant qu'on n'arrive pas à lutter de manière efficace et de manière indistincte contre la corruption et l'impunité dans un pays, il ne faut pas se faire d'illusions. Pendant qu'on lutte, il y en a qui continuent à s'adonner à ces mêmes pratiques-là, avec le consentement de l'État et du parti de comment on appelle, comment ça s'appelle, des cadres du parti. Non, il doit pouvoir rompre avec tout ça pour dire non, c'est fini. Qui qu'il soit, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, qui qu'il soit, son clan, mais j'ai essayé. Qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours dans le registre des discours. Et je crains fort qu'on, jusqu'à la fin de son mandat, on soit dans ce registre-là. Celui des discours. Des discours, bien évidemment. Oui, docteur. Vous savez, moi je l'ai écouté, il dit qu'il a la télécommande, que c'est les décisions quand même au niveau de l'État. Mais tu as un programme. Les gens ne sont plus là pour prendre de grandes décisions. Ils sont là pour appliquer ton programme. Il n'y a plus de décisions collectives, collégiales à prendre. Non, les gens collectivement doivent appliquer. Parce que le but de ton programme, ce n'est pas d'enrichir une minorité appartenant à un parti politique, mais c'est de faire en sorte que le progrès social soit un acquis au bout des 5 ans de ton mandat. Absolument. Que quand tu vas quitter le pouvoir dans 5 ans ou dans 10 ans, que l'histoire retienne que sous ton règne, il y a eu une prospérité collective. Non pas que quelques individualités sont devenues des milliardaires par le biais des marchés publics. C'est ça l'objectif. Mais si tu ne peux pas le réaliser, nécessairement il y a un malaise. Si tu peux, moi je me dis que c'est parce qu'il est devenu trop accommodant avec un certain nombre de personnalités. Il n'y a pas de pontu du parti face à un président de la République. Il faut qu'il le sache. Personne ne t'égale dans le parti parce que désormais tu es président de la République au-dessus de la mêlée. Tu as l'appareil de l'État. Si même quelqu'un parmi ces gens-là considère que vous êtes pares inter pares, tu le casses. C'est ce que fait Poutine. Les gens se sont enrichis avec les privatisations au point de se mesurer à lui. Tous ceux qui se sont mesurés à Poutine, ils ont fini où?
en exil. Le contexte, le régime... Non, dans tous les cas, c'est une démocratie aussi. Moi, je préfère d'ailleurs même le régime de Poutine à ce qui se passe chez nous. Voilà. Comment il s'appelle? On n'est pas de la même dimension. Non, c'est pas la même dimension, mais quand même. Moi, je me dis, dans certains cas, il va falloir se départir de tout sentiment. Toi, tu dois mettre en avant uniquement l'intérêt public. Mettre en avant l'intérêt public suppose que, dans certains cas, il va falloir fermer les yeux et frapper. Tu ne peux pas laisser des gens grandir. Tu ne peux pas laisser des gens s'égaler à toi pendant que tu es président de la République. Il est possible que Macron ait des gens qui le contredisent en privé. Mais en public, il est le président. En public, c'est lui qui impose sa loi et sa voix. Mais on se rend compte que Bazoum va prendre une décision. Mais comment en Conseil des ministres, tu vas laisser passer un texte dans lequel toi-même, manifestement, tu découvres qu'il y a des erreurs? Non. Le ministre là ne doit plus rester en poste. Au prochain Conseil des ministres, quelqu'un va le remplacer. Tu veux octroyer un marché dans des conditions illégales, mais tu ne seras même pas ministre la semaine prochaine pour profiter en tout cas des rétrocommissions de ce marché. Voilà comment un président doit agir. Mais non, qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est un tel, il est ministre, il est puissant dans le parti, dans la région, c'est lui qui finance les activités. Il finance les activités avec son argent ou bien l'argent qui a été volé dans le parti. Ou bien dans le cas des marchés publics. C'est ça qu'il faut, moi, de mon point de vue, qu'il puisse arrêter. S'il peut arrêter et faire en sorte que les ministres qui sont dans son gouvernement lui obéissent, ce serait déjà un plus. Mais tous ne lui obéissent pas. Tous ne font pas ce qu'ils veulent. Beaucoup prennent leurs consignes auprès du Soufou. Mais nécessairement, il y a un malaise. Nécessairement, il y a un malaise. Il y a un malaise pourquoi? Parce que tout simplement, même s'ils leur donnent des directives, ces directives ne sont pas respectées. On constate que généralement ces ministres-là sont les ministres de son ancien parti. Donc, de son ancien parti, et des gens qui sont très proches de son mentor. Ces gens-là ne lui vouent aucun respect. Ces gens-là ne lui obéissent pas. Il a peut-être un ou deux qui sont des inconditionnels. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont réussi à les mettre en minorité. Au prochain remaniement, sûrement qu'ils vont s'en aller. Sur les 36 préfets, semble-t-il, qui vont prendre fonction, il semble qu'on ne lui a octroyé que 4 ou 6. Donc, en réalité, il n'a pas une même mise sur l'appareil de l'État. Tant qu'il n'a pas une même... Moi, je me dis qu'il va brasser des slogans pendant les 3 années à venir s'il ne fait pas attention. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? La situation sécuritaire est en train de se dégrader de manière dangereuse. Au point où, j'arrive, les terroristes là peuvent attaquer n'importe quel point du Niger. Même la capitale, apparemment, s'ils veulent, ils peuvent l'attaquer. Donc, dans ces conditions-là, il faut demander des comptes aux responsables de sécurité. Oui, comment on peut attaquer Makolondi où il n'y a que des policiers? Pourquoi laisser uniquement des policiers? Surtout que c'est une zone des messages ont circulé selon lesquels plus de 200 terroristes étaient dans la zone depuis une semaine. Pourquoi ne pas prendre des dispositions déjà pour les éparpiller? Makolondi, c'est moins de 100 km. C'est moins de 100 km de Niamey. C'est moins de 100 km de Niamey. Alors, dernière source de malaise, si l'on peut l'appeler ainsi. Quatrième dernier niveau qu'on va aborder, c'est le journal L'Enquêteur qui en parle. C'est l'hyperactivité ou l'hyperactivisme de la première dame, donc l'épouse du chef de l'État, du président de la République. C'est ce que croit savoir notre confrère. L'Enquêteur, donc, qui dans sa parution du 1er mars dernier a titré « Activité de la Fondation Nour de Bazoum Khadija, immixtion, conflit d'intérêts et instruments de propagande au service du clan Bazoum ». Activité de la Fondation Nour de Bazoum Khadija, immixtion, conflit d'intérêts et instruments de propagande au service du clan Bazoum. Ici, le journal épingle surtout, comment on appelle ça, ses accointances avec le fonds de finances inclusive, qui co-organise des activités. C'est même le cas actuellement à l'intérieur du pays, à Maradi, si je ne m'abuse. Et le journal va plus loin en parlant d'immixtion, de conflits d'intérêts, voire d'instruments de propagande au service du clan Bazoum. Ça pourrait aussi être une source de malaise. Oh, moi, je dis, on a institué quelque chose dans ce pays-là qui est devenu carrément, c'est entré dans les mœurs, quoi. Ces histoires de fondation de première dame. Quand le mari n'est plus président, la fondation disparaît. Bon, ici, le problème, j'ai cru comprendre que c'est par rapport à un projet qui doit être piloté par le ministère des Finances.
l'inclusion financière, pour permettre aux femmes d'avoir une certaine autonomie financière. Ben, le constat, c'est que c'est la première dame, à travers la fondation de la première dame. Et la structure, c'est le secrétariat exécutif de la SNFI. Hein. Voilà, oui, bien évidemment. C'est la fondation de la première dame qui est en train de mettre en œuvre ce projet-là, alors que c'est un projet normalement qui doit être mis en œuvre par une structure étatique. La preuve, le ministre des Finances est avec elle dans la région de Maradi. Et ça pose problème du point de vue, mais eux, ça ne les dérange pas. Les fondations, c'est des mécanismes souvent de soutien aux maris, mais également de captation de certains fonds qui doivent aller directement aux populations. N'est-ce pas? On a vu comment les fondations ont proliféré. Chaque président qui vient, s'il a une femme, c'est une fondation. Si c'est deux, il y en a chacune qui a sa fondation. Mais ce qui est davantage, comme on avait dit, c'est que les gens ne comprennent pas. Que des gens, des autorités officielles se mettent derrière ces fondations qui sont privées. C'est les ministres qui courent après, c'est les gouverneurs, c'est les préfets. On a comme l'impression que la première dame a aussi un mandat, comme on avait dit, un mandat populaire, alors que ce n'est pas le cas. Et ça me fait penser à cette phrase du journal lui-même qui dit que, bon, c'est pas un couple que les Nigériens ont élu, c'est quand même, c'est un président que les Nigériens ont élu, c'est le président. Mais alors, le problème, c'est que ce n'est pas avec Bazoum que ça a commencé. Absolument. On a vu avec Youssoufou, il y a eu deux fondations. La question qu'on se pose, mais après, quand le président ou le mari quitte le pouvoir, mais pourquoi ces fondations-là ne continuent plus? C'est la question, pour pouvoir poser la question, les sources de financement de ces fondations-là. Absolument. Alors, quand vous avez créé une fondation, c'est que même quand vous n'êtes plus en position de pouvoir, c'est que la fondation puisse continuer à mettre en œuvre ses activités. Ça veut dire que les sources de financement, c'est souvent des sources qui ne sont pas, comme on avait dit, et c'est ça qui crée le malaise. Ce n'est pas des sources, comment dire, traçables. C'est souvent des sources opaques, souvent c'est peut-être même des financements provenant de certains partenaires qui doivent normalement être gérés par l'État, qui sont détournés en direction de ces fondations-là. Ce qui n'est pas normal. Une fondation, c'est quelque chose de privé. Et dissocier les activités de la fondation avec les activités officielles. Pourquoi? Regardez, quand vous prenez même la télé, la radio nationale, on parle comme si c'est une activité officielle, alors que c'est une activité privée. Quand le ministre des Finances se déplace pour aller assister, quand le gouvernement immobilise tout le monde, c'est ça qui est gênant. Dans une véritable démocratie, c'est ça qui est gênant. Et je disais que le journal est parti encore plus loin en parlant d'immixtion, de conflit d'intérêts, et surtout d'instruments de propagande. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Oui. Bien évidemment, parce que même dans le choix, quand le choix, le ciblage des bénéficiaires de cette main-là, ça se fait sur quelle base? Bien évidemment, on va trier, voir qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Et créer les conditions pour que ceux mêmes là qui ne sont pas avec nous, on va les attirer. Venez si vous voulez bénéficier aussi de ce projet-là. Alors à partir de ce moment, on crée déjà une situation de deux catégories de Nigériens. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont prêts à venir avec nous, on va les aider pour qu'ils viennent avec nous. Alors qu'on doit pouvoir faire ce genre de choses de manière vraiment transparente, sans exclusif. On doit considérer qu'en fonction d'un certain nombre de profit de critères, voilà ceux qui ont mérite d'être appuyés financièrement pour créer les conditions, créer des activités génératrices de revenus. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Docteur Bounty. Vous savez, moi, à la présidence, j'ai géré le secteur un moment. Il faut être très nuancé. Là, j'ai le secteur, quel secteur? Le secteur des affaires sociales, là, en relation avec la première dame. Non, il faut faire extrêmement attention. Souvent, c'est les barres de fonds même qui exige que les financements là passent par ces fondations. Voilà. Moi, je crois que je ne défends pas Mme Bazoum, mais malheureusement, par exemple, en ce qui concerne les ONG arabes, dès la première année où on est arrivé, on les a contactés. On dit, bon, pour nous, on ne peut pas faire de dons directement à vous. C'est-à-dire, mais ce qu'on va faire, comme il y a une première dame qui a une certaine représentativité à nos yeux, c'est à elle que nous allons remettre les fonds de financement. Si vous vous rappelez, notre première action
a été à Walam, devant la préfecture de Walam, où la première dame est arrivée avec des ONG. Oui, au temps de Youssoufa, avec Malika. Donc, moi, selon mon intime conviction... La fondation, c'est Tatali Yali. Tatali Yali. Tatali Yali. Donc, en réalité, elle recevait des fonds de bailleurs de fonds arabes. Sur ce plan-là, en tout cas, moi, on ne peut pas me convaincre qu'elle a pioché, par exemple, dans le budget national. C'est des milliards, hein, mais les ONG arabes, et souvent peut-être même certains gouvernements, exigeaient que ce soit par son biais que l'argent passe. Et il est tout à fait possible que les ONG aient continué la même pratique avec l'actuel. Mais maintenant, le projet en cause là, moi je pense qu'elle ne devrait pas s'immiscer là-dedans, pour vous dire la vérité, parce que c'est un projet financé par des bailleurs de fonds qui n'ont rien à voir avec les bailleurs de fonds tels que je les ai décrits. Moi je pense qu'elle devrait faire extrêmement attention pour ne pas aller dans ce sens-là. Mais le plus souvent, en ce qui concerne les ONG arabes et les gouvernements arabes qui donnent la zakat là, ils préfèrent que l'argent passe par les premières dames qui ont une certaine représentativité à leurs yeux. Moi, je ne les défends pas, mais malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, si une ONG saoudienne veut investir, par exemple, dans le domaine du social, et que Mme Mabrouka, comment elle s'appelle, disons Mabrouka, parle arabe, Madame Bazoum, disait Mabrouka, elle parle arabe, ces ONG-là sont plus enclines à s'adresser à elle qu'à quelqu'un qui est obligé de passer par un interprète ou quelque chose du genre. Moi, je pense qu'il faut faire un peu la nuance. Moi, je n'encourage pas. Mais je pense qu'il faut extrêmement faire. Parce que quand les gens parlent de conflits d'intérêts, souvent les conflits d'intérêts sont créés par les bailleurs de fonds eux-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Quand vous prenez les agents des musulmans d'Afrique, vous avez remarqué que tant que Malika était là, l'agent des musulmans d'Afrique préfère passer par Malika que de passer par le ministre des Actions humanitaires et autres là. Donc souvent c'est les ONG, les bailleurs de fonds eux-mêmes qui créent cette confusion-là. Et je pense peut-être que c'est l'intelligence, c'est de pouvoir séparer ce qui est privé et ce qui est public. En tout cas, moi j'ai géré ça à un moment. Moi je suis persuadé que, en tout cas, dans le cas de Malika, elle a reçu beaucoup de fonds des pays des Arabes et des ONG arabes qu'elle a utilisés de manière efficiente. Voilà. Moi, je ne pose pas le problème sous cet angle. Quand c'est des ONG, les ONG qui font la charité, il n'y a aucun problème là-dedans. En fait, le conflit d'intérêt, c'est au niveau, quand souvent c'est des choses que l'État doit mettre en œuvre, comme dans le cas précis, où c'est à une fondation qui est quand même une structure privée qui va aller mettre ça en œuvre. Comme vous voyez, c'est le ministre des Finances qui l'a accompagné. Il y a déjà une première étape à Maradi, ou pas Maradi, plutôt Tawa. Maintenant, sur le tour de Maradi, je crois que ça va continuer un peu partout dans toutes les 8 régions du pays. Et ça c'est à ce niveau qu'on peut se poser la question. Comment se fait-il qu'il y ait un financement qui doit normalement être géré par l'État, que ce soit une ONG ou une fondation qui mette ça en œuvre? C'est ça la question que les gens se posent. Monsieur Hussein, découvrons à présent ce que nos téléspectateurs et auditeurs, en tout cas ce que le public, ceux qui nous suivent, en pensent. Monsieur Ibrahim, qui nous écrit depuis le quartier Lazaret à Niamey, il dit bonjour Presse Plus, le Niger ne se développera jamais tant qu'il y aura de l'injustice et de la corruption. Actuellement, ce régime ne fait rien pour lutter contre ces fléaux, du fait que c'est les cadres du PNDS et alliés qui sont impliqués. Ça fait mal, certainement, mais c'est la triste réalité. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui vient de passer. Parce qu'on parle de conflit d'intérêts ici, pas de détournement. Oui, non, en fait, les questions là, c'est de façon globale, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'ici, quoi, depuis le début. Mais justement, parce qu'on termine avec... Depuis le début du débat, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion entre l'État et le privé. De sorte que là, on ne fait pas de distinguo entre ce qui est intérêt privé et intérêt public. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains ont tendance à privatiser l'État. Ça, c'est une réalité, on constate cela. Donc, il faudrait nécessairement que les gens arrivent... C'est quoi l'intérêt général? Tout le monde connaît l'intérêt général. L'intérêt général, c'est faire en sorte que l'argent qui est dévolu, qui est voté dans le cadre du budget national pour telle ou telle activité, aille justement aux bénéficiaires, mais pas tomber entre les mains ou dans les poches de quelques individualités, simplement parce qu'au niveau du pouvoir, ils occupent certains postes
politique ou de gestion. C'est ça l'intérêt. C'est ça. On sait qu'il y a des projets, par exemple, de la Banque mondiale qui ont été détournés. Il faut pas... Oui. Et dont les gestionnaires aujourd'hui sont milliardaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des dons. Cet argent-là va être remboursé par les mêmes populations qui applaudissent ces gens-là quand ils viennent distribuer des billets. C'est de l'argent que vous êtes appelés à rembourser. Malheureusement, c'est Voilà. le cas. Fort malheureusement. Peut-être sur une ou deux ou trois générations. Monsieur Abdelmoumouni Kimba, qui fait le même constat que vous sur ce plateau, il dit, bonjour Presse Plus, je pense que Bazoum a du pain sur la planche, bientôt 2 ans et rien de concret, surtout en matière de sécurité. Mais, mais moi je me dis, le problème c'est que au moins si on arrive à stabiliser, mais malheureusement, c'est même pas une stabilisation, ça se dégrade, comme on peut le constater. Imaginez même quand on prend, parce qu'on a tendance à extraire la situation qui prévaut aujourd'hui à Maradi, dans la zone de Madaroufa. Regardez comment les gens peuvent allègrement venir, tuer, prendre les animaux, s'en aller. C'est la même chose un peu partout, parce que ces gens, ils ont une capacité de mobilité. Dans une zone où on a empêché aux populations de circuler, pendant combien d'années on a interdit carrément la circulation de motos. C'est que les gens ne comprennent. Comment ces gens, on dit, ils sont venus par centaines, comment dire, 150, 200 motos dans cette savane-là, arriver, attaquer une pollution pendant pratiquement 2 heures, 3 heures de temps. Les gens restent à Niamey et disent non, nous contrôlons la situation, nous maîtrisons. Il n'y a pas de maîtrise de la situation. Maîtriser la situation suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas donner la possibilité, même s'ils ont ils parviennent à le faire, ne pas leur donner la possibilité de s'en aller, de fuir. Est-ce qu'on en est capable aujourd'hui? On n'en est pas encore capable. Monsieur... Et de l'autre côté, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas d'embellie. Sur le plan social, je l'ai dit, il n'y a pas d'embellie. Les gens souffrent au quotidien. Monsieur Abdoulawan, il est enseignant-chercheur qui fait ce message, ce commentaire en tout cas. Il dit Bazoum souffre d'un malaise de recadrage tardif par Issouf. Il dit à son investiture, donc celle de Bazoum notamment, il pensait conquérir le pouvoir et a prononcé son discours en toute indépendance et avec la volonté ferme de redresser les choses. Après l'investiture, son parti a compris que la ligne qu'il a tracée le conduira à son déclin au vu des tableaux noirs du parti dans tous les domaines. Alors, la machine Tareya et Issoufou ont élaboré un plan pour contrôler les actions gouvernementales. Tous les ministères stratégiques sont conservés entre les mains du parti et de Issoufou. C'est ce qui explique que Bazoum s'adonne au voyage à l'international pour juste s'occuper, car les questions intérieures ne relèvent pas de sa vision, mais de celle de Issoufou. Aussi, quand on est obnubilé par un éventuel coup d'État, on se fait prisonnier de l'état-major et des vrais occupants du palais. Donc on perd son indépendance d'action. Le Niger est abandonné, pas en plein vol, mais en plein désert aux mains des terroristes, des corrupteurs et des narcotrafiquants. Oui, parce que moi je pense qu'il faut que les gens sachent une chose. C'est que aujourd'hui, je pense que sur le plan sécuritaire, Bazoum est prisonnier du système que les Français lui imposent. Il n'a pas la télécommande. Parce que avant l'attaque de Al-Mahaoula, vous savez que l'État islamique a rassemblé plus de 12 000... Celle du 10 février, l'attaque de Intagar. Dans la zone, l'État islamique a réuni plus de 12 000 combattants pour faire acte d'allégeance à ses nouveaux chefs. Les gens les ont vus. En territoire malien. En territoire malien. Avec oui, pas trop loin de la frontière peut-être, mais avec en territoire malien. Mais les Français ont dû lui faire comprendre que non, ces gens-là on les réorganise pour s'attaquer aux Maliens. Ils vont pas s'attaquer à vous. C'était une erreur. Après, moins d'un mois après, c'est nos forces qui ont été attaquées. Donc, moi je me dis que dans ces conditions, sur le plan sécuritaire, Bazoum n'a pas la télécommande. Quand, au niveau même de la hiérarchie militaire, tu ne peux pas désigner. Regardez le monsieur, l'ancien haut commandant de la garde là, qui a été impliqué dans cette histoire de montagne dessous, dans ces chambres. On le met en position de stage. On le remplace au niveau du ministère de l'Intérieur pour le mettre en position. Mais quand ces choses-là se passent, mais pourquoi voulez-vous que nous ayons confiance au système? Et on se rend compte que la stratégie adoptée depuis que le terrorisme s'est déclenché, c'est de rester l'arme au pied dans les casernes pour attendre. Pour attendre quoi? Qu'on nous attaque. On nous attaque.
Les gens se replient, on dit non, nous les avons repoussés. Vous les avez repoussés pour les amener où? Parce que le problème, on nous attaque vers Walam. Pendant que nous sommes en train de pleurer nos morts, c'est à Makolondi qu'on nous harcèle. Après, ça va être Tamou, après, ça va être ainsi de suite. Non, moi, je me dis que, fondamentalement, sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas la télécommande. Il faut que les gens passent à l'offensive. Et regardez, pourquoi montrer la sortie de nos officiers à la télé? L'ennemi observe, mais ce n'est pas des corps. Ils savent qu'il y a des offensives éventuelles qui se préparent. On montre qu'il y a eu plus d'une quarantaine de pilotes qui ont été formés. Mais ils savent que ce n'est pas pour aller garder la maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont nous harceler le temps que ces gens-là prennent possession des aéronefs. Et d'ici là, ils vont faire des milliers et des milliers de morts. Pourquoi? Moi, je me dis que désormais, nous sommes en situation de guerre. Ceux qui relèvent de l'armée ne doivent pas passer à la télé. Franchement, la sortie des contingents là, que ce soit école d'état-major, école de guerre, on ne doit plus passer ces trucs-là à la télé. Il faut laisser l'ennemi dans le doute. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est quand les bombes vont commencer à tomber sur sa tête qu'il va se dire que ces gens-là, dans le silence, ils étaient en train de s'organiser. Mais on leur montre tout. Nous avons formé des pilotes à l'EFOFAN. Bientôt, vous allez voir. On montre des officiers d'état-major qu'on a formés. Vous allez voir. Bientôt, ils vont prendre Tiloua, machin, ils vont vous... Mais eux, ils vont attendre les armes au pied. S'il vous plaît. Ouais, peut-être que ça, c'est une question de point de vue. Non, ce n'est pas une question de point de vue, c'est plus sur le plan stratégique que ça se fait pas. Après, on va accuser l'armée ou le gouvernement de ne pas communiquer. Non. Moi, je pense quand même que sur les effectifs, vous ne devrez pas communiquer. Jusqu'à donner le nombre de pilotes formés, non, on ne doit pas les passer à la télé. Moi, je me dis, sincèrement, ça, c'est des secrets qu'il va falloir garder. Non. Pourquoi vous pensez que c'est des éléments du détail qui peuvent éventuellement changer la donne? Non, mais l'ennemi, lui, il ne se prépare même pas, il est déjà sur le terrain. Donc, il sait qu'il y a des offensives qui sont en train de se... Mais il va vous harceler le temps que vous ne puissiez pas, en tout cas pour faire en sorte que vous ne puissiez pas vous organiser. Moi, je me dis que désormais, il y a des choses qui relèvent du secret militaire. Il ne faut plus les passer à la télé. Sincèrement, le nombre de soldats qu'on a formés pour le contingent 2023, là, ça ne doit pas passer à la télé. Mais au Burkina, le chef de l'État, le président de la transition burkinabé est venu à la télé pour dire qu'on va recruter tel nombre. Non, lui, il a même dit aux gens qui sont dans les forêts là de quitter parce que dans tous les cas, ils sont en train de lancer des offensives. Oui. Non. Et au Mali, quand on reçoit des aéronefs, hélicoptères ou drones ou machin, on les publie à la télé. L'armée a réceptionné aujourd'hui 2 aéronefs ou 3 aéronefs, voilà leur capacité ou leur... C'est une erreur, il faut laisser l'ennemi dans le doute. Alors, M. Adam Ousseini, il nous écrit régulièrement, il lui aussi, voilà sa contribution. Il dit le président Bazoum est certainement dans le dur et chaque Nigérien le sait. Dites-moi quel ministre est connu pour sa compétence au gouvernement. Le seul que je peux pas trop blâmer, c'est le professeur ministre de l'enseignement professionnel. Sinon, aucun ministre n'est capable d'apporter un financement conséquent pour ce pays. Le président doit donc constamment être au four et au moulin afin de trouver, ne serait-ce que pour payer les salaires. Et pour finir, on a notre fameux Parlement. Il faut comprendre qu'on est l'un des seuls pays où un ministre est plus puissant qu'un député. Des députés qui ne servent à rien. Quand des militaires tombent, pas de deuil national. Des parlementaires qui ne peuvent même pas convoquer le fameux ministre de la Défense pour explication. Quand l'administration est dirigée que par les parents et pas par les compétences, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Bien évidemment, c'est ce qu'on a développé tout à l'heure. Tout à l'heure, notre professeur enseignant à l'université, c'est ce qu'il a dit. Quand on voit un peu les nominations, quand on voit un peu, comment dirais-je, Bazoum m'avait promis plein de choses, que je vais me baser sur les compétences pour sortir dans tous les secteurs des maires. Mais qu'est-ce à quoi on assiste depuis qu'il est là? C'est les mêmes pratiques. Le fils à un tel, on dit au fils des pauvres, allez, contractualisation, allez, c'est pour vous. L'enfant d'un tel, parce qu'ils sont du Gotha, les enfants, quand ils viennent, on trouve des points de chute. J'étais où la personne n'a aucune compétence, n'a aucune expérience, n'a jamais travaillé un seul jour. On le bombarde dans la tête d'une grosse société comme responsable. Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à quoi? Pas à grand-chose. Et malheureusement, c'est un peu partout.
C'est un peu partout dans toute l'administration. Ce n'est pas souvent les compétents qui sont au poste mais quand le monsieur qui est là, il ne sait même pas comment concevoir quelque chose, un projet et tout. Mais alors, à partir de ce moment, celui qui est en bas, celui qui sait faire le travail, on ne l'a pas mis, on a mis quelqu'un qui connaît rien. Ça pose véritablement problème. Et ça développe une espèce de complexe dans l'administration parce que tout simplement, les gens, ils ont ce complexe-là de descendre pour venir demander à ceux-là qui sont en bas, qui connaissent mieux qu'eux, parce qu'ils se disent que je suis ton chef. Mais il ne suffit pas d'être chef. Quand on est chef, on doit quand même apporter des changements, donner, imprimer une dynamique au système. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Bazoum a continué avec les mêmes pratiques qu'on a connues sous Soufou. C'est pour ça, moi je vois pas comment dire, le bout du tunnel. Monsieur Abdou Baka Nouhou, qui nous écrit depuis Zender, il dit bonjour Presse Plus, bientôt l'an 2 du président Bazoum Mohamed, mais je crois en toute humilité que le président s'abstiendrait de faire un bilan. On vivra la monotonie au rythme de l'inertie qui caractérise les citoyens. Je ne crois plus à rien vu cette catastrophe sécuritaire, économique, judiciaire que nous vivons chaque jour. Même la lutte contre la délinquance économique piétine et on ne sait qui du président ou des juges croire. Bref, c'est un désespoir total que nous vivons. C'est dangereux. Oui, ça veut dire que bon, tout peut nous arriver. Et oui, c'est-à-dire c'est le fatalisme complet. Moi je me dis, il ne faut quand même pas perdre espoir. Il faut quand même se dire que les choses ne peuvent pas perdurer comme ça. Un système qui tombe dans ce genre de travers, il finira lui-même par se rendre compte qu'il va falloir se débarrasser de certains éléments. Sinon, c'est l'entropie. Et l'entropie conduit à la mort du système. Le système, je pense, a intérêt à se débarrasser des brebis galeuses pour se régénérer. Autrement, le fatalisme absolu là, moi je me dis, ça conduit à la mort. C'est vrai qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui où on peut dire, alhamdulillah, ça marche. Mais, au contraire, on se rend compte que, surtout dans le domaine de la corruption, où il dit que c'était son cheval de bataille initial, aujourd'hui, le monsieur ne brasse que des slogans. C'est pas possible, ce qui se passe chez nous. Et les gens n'ont plus peur de détourner. Les gens détournent au vu et au su de tout le monde. Les gens octroient des marchés publics dans des conditions illégales. Mais dès que le président découvre ça, il a des services spéciaux, il a des services de renseignement. Mais on a l'impression que les gens sont focalisés uniquement à comment abattre les opposants. Il faut les surveiller. Parce que, non, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi terroriste, il est en train de progresser. On attaque une position, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on dit, bon, comment on appelle ça? Les survivants, là, repliés, venaient vers un endroit plus proche de Niamey. Donc, on laisse la zone là entre les... Si c'est ça la stratégie, je pense que nous sommes en train de perdre. Et j'ai vu d'ailleurs un poste où les gens disent que aujourd'hui, les terroristes auront le vent en poupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de nos forces armées, ils n'ont plus peur d'affronter, contrairement à ce que En réalité, maintenant, ils viennent en grand nombre et puis vous affrontent en face. Oui. C'est eux qui prennent l'initiative des combats. Je me dis, si sincèrement les Français sont là pour... On sait qu'aujourd'hui, dans le parc du W, ils sont là. Si les Français ne peuvent pas nous aider en les bombardant, moi je me dis, Bazoum, donne-moi l'ordre de s'en aller. L'humanitaire a assez duré. Vraiment, on les accueillait à des fins humanitaires parce qu'ils étaient en déshérence. Aujourd'hui, donc, ils peuvent rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a pas de plus-value par rapport à leur présence. Au contraire, la situation ne fait que se dégrader. Jamais notre pays n'a connu une situation sécuritaire aussi catastrophique que depuis 2 ans. Monsieur Mega, Elhaji Mega Alzouma, Nigérien tout court, il dit la dialectique consolidée et avancée a montré ses limites pratiques. Le président Bazoum Mohamed veut avancer. Malheureusement, la consolidation prend plus d'énergie qu'il n'en faut. Sa démarche volontariste de chercher à mobiliser les forces vives a réussi comme un coup de froid. Nous n'avons de cesse de plaider pour la tenue d'assises nationales sur la défense de la patrie. Nous pouvons et nous devons nous retrouver pour la survie de notre nation. Dans cette perspective, si le principe est accepté, bon, ça c'est, oui, sur la défense de la patrie, voilà. Pour le Niger, on doit dépasser les égos, les préjugés et autres petits calculs d'obédience politique. On ne doit pas avoir peur de se retrouver autour de notre bien commun et unique qu'est le Niger. Je pense que c'est quand même
une recommandation qu'il a eu à faire. Et je pense que c'est pertinent comme recommandation. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y en a qui pensent que, parce qu'ils sont du côté, comme on avait dit, quand vous dites voilà la réalité, ils pensent que vous êtes contre le pays. Non, c'est pas être contre le pays, c'est une situation qui concerne tout le monde. Cette question de sécurité. Mais venez dire, fermez les yeux sur la réalité que les populations locales vivent. Pour venir entretenir, vouloir entretenir, maintenir l'illusion que ça va dans le mensonge, moi je dis c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui ne doit pas prévaloir. Parce que ça donne le sentiment, moi je protège. Non, ce n'est pas un État, ce n'est pas mon parti que je dois protéger. Je dois lutter pour que la situation de sécurité s'améliore pour tout le monde. Quand on dit qu'il y a des populations qui ont quitté chez eux, ça fait 4 ans. Pendant 4 ans, ils sont en situation d'assistanat. Et que quelqu'un soit là à Niamey pour considérer que non, il ne faut pas en parler, on a pu non. Personne ne veut vivre en situation de déplacés de manière permanente. Qu'est-ce qu'on fait pour que les populations qui se déplacent là, pour qu'ils puissent retourner et pouvoir reprendre normalement leur vie dans leur, dans leur terroir? Absolument. Absolument. Monsieur Soumane Idé nous écrit: bonjour à tous. Le remaniement, dit-il, est important si les ministres à qui la justice reproche quelque chose peuvent être débarqués et répondre donc des faits qui leur sont reprochés devant la justice. Donc pour lui, ce remaniement, même s'il ne résoudra pas tous les problèmes, il sera important si ça permet de nettoyer un peu le gouvernement, l'exécutif. L'envoi des gens en prison. Moi je me dis, moi je pense qu'il faut récupérer l'argent d'abord, les traire jusqu'à les appauvrir. Et puis souvent, même la vie à l'extérieur est une prison. Pour quelqu'un qui a manipulé des milliards et qui se rend compte qu'on l'a délaissé de tout, il n'a même plus le minimum. Je pense que moi je suis contre le fait de les envoyer en prison. Il faut d'abord, la priorité c'est de récupérer l'argent. Et mettre cet argent-là dans l'effort de guerre. Je pense que, sincèrement, il y a des choses qui se passent chez nous qui doivent s'arrêter. Nous sommes en pleine guerre, en pleine situation de guerre. Vous voyez des munis dans des véhicules de 70 millions. Alors que les forces de défense et de sécurité sont dans des camions, dans des machins, des pick-up complètement déglingués. Moi, je pense qu'au moins sur ce plan-là, le président peut donner l'ordre qu'on ne commande plus de 4x4 de plus de temps. Les doubles cabines, là, ça suffit pour un ministre. Dans tous les cas, il y a un confort dedans. On n'a pas besoin d'un véhicule de 70 millions. Sincèrement, c'est une honte souvent de voir que même en sortant de la ville, leurs véhicules tombent en panne. On est obligé de les tirer. Il n'y a plus de garage administratif pour réparer les cas. C'est à des privés qu'on a confié. Oui. Même hier, j'ai croisé un truc de policiers là tombés en train d'être tirés pour être amenés dans un garage privé. Non, il faut doter la police d'un garage ultra moderne. Ou quand ces véhicules... Ce garage existait, hein, voilà, garage, la police existait. Oui, il faut que... Le garage existait. Mais c'est une coquille. Mais je dis, les locaux sont toujours là, mais bon, apparemment ça ne travaille pas. Pour s'occuper de la mécanique. Ce n'est pas aussi fonctionnel qu'il y a quelques années. L'armée aussi, pareil. Il faut que les gens là soient dotés de véhicules dernier cri. Oui. Et vous voyez que, même pour poursuivre les terroristes là, je vous assure que sur la même distance, ils ne peuvent pas rattraper les terroristes parce que les terroristes sont dans des véhicules beaucoup plus performants. Moi, je me dis, il faut quand même que les gens sachent que nous sommes en situation de guerre. Il faut que le président lui-même sensibilise les ministres qu'il y a des dépenses qui ne sont plus des dépenses prioritaires. Acheter un véhicule de 70 millions pour un ministre ou bien pour un directeur central, ce n'est plus d'actualité. Les petits doubles cabines luxe, là, il faut mettre ça à la disposition de tout le monde. Ou bien les Mitsubishi. En dehors de la présidence, je pense qu'il y a des véhicules qu'on doit récupérer, vendre sur le marché et puis remettre cet argent-là dans l'effort de guerre. Je pense que sincèrement, c'est de cette manière. Et il faut décréter la mobilisation générale. Nos forces armées, à l'heure actuelle, en tout cas, ne sont pas capables de maîtriser la situation parce que ces forces-là ne sont pas du moins, elles sont en sous-effectif. Je pense qu'il faut décréter. Regardez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand en Angleterre, quand la haute bourgeoisie s'est rendue compte que la guerre est venue jusqu'à Londres, qu'est-ce que les gens ont fait? On a dit non, à chaque grande famille d'envoyer ses enfants dans l'armée. Oui, chacun. Ton fils vient directement, il ne fait même pas le service militaire, il est directeur de cabinet, il est ministre. Et les enfants des autres. Non, moi je pense qu'il faut, même si c'est dans l'aviation qu'ils doivent servir inocale, les Londoniens ont dit à leurs enfants, vous allez dans l'aviation parce que c'est le corps le plus dangereux. Vous avez profité de la société. Aujourd'hui, la société a besoin d'être protégée. Vous allez dans l'aviation. Et les pilotes, pour la plupart, appartenaient à la haute bourgeoisie londonienne.
Et c'est eux qui ont payé le plus de tribut. Souvent, quand il y a des sorties, peut-être sur 100, 2 seuls reviennent. Mais vous ne pouvez pas uniquement vous mettre dans une situation où, non, mes enfants là, ils sont nés uniquement pour profiter du pays, mais ils ne fourniront aucun effort pour défendre le pays ou pour... Non, moi je pense que sincèrement, il faut peut-être qu'il y ait des assises nationales sur la situation de guerre, sur l'effort de guerre et comment mener, quel effectif il va falloir recruter pour mener le combat. Parce que moi je pense qu'on ne peut pas continuer à encaisser des morts uniquement, simplement parce que nous avons une stratégie qui consiste à rester dans les camps. Monsieur Ismaël Garba, qui nous écrit depuis Agadez, il dit bonjour Presse Plus, il nous propose de plutôt rectifier ou corriger ou recadrer le thème. Il dit au lieu de dire presque 2 ans après Issoufou et Bazoum dans le dur, il dit il faut plutôt dire presque 12 ans après Issoufou et Bazoum toujours dans le dur. Pour lui, c'est même tabac quoi. Mais on dit 1, 2, 3. Renaissance 3. Si on dit consolider, avancer. Mais malheureusement, non seulement ce qu'on a pu réunir, ce n'est pas grand-chose avant, et on va avancer sur quoi? On est en train de tourner en rond. Et un des tout derniers messages qu'on va lire, il vient de M. Mahaman Adamou, ou Adam, qui nous écrit depuis Niamey. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit bonjour Presse Plus. Le seul bilan qu'on peut nous présenter, c'est de dire pardon à nos soldats qui sont morts au front. Pardon à nos enfants qui ont péri dans les paillotes. Pardon à la ménagère qui assiste avec impuissance à la morosité de son panier. Et pour finir, au contraire, tirer le chapeau aux Français, aux détourneurs des deniers publics, en passant par les trafiquants de drogue. Je pense qu'il a résumé, c'est qu'il doit... En fait, le bilan se résume à ça. Quoi d'autre? Moi, j'ai vu un Français, quoi, c'est un ancien parlementaire ou un ancien ministre, qui dit que certains députés sont même des porte-parole des trafiquants de drogue dans notre assemblée. Cette vidéo circule sur les réseaux sociaux, c'est dans le cadre d'un débat, je crois. Et quand on sait qu'il y a une relation entre le trafic de drogue, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, moi je me dis qu'on est bien servi. Ah oui, on est très très bien servi. Je pense que notre société a besoin de purge. Franchement, et il va falloir que cette purge-là se fasse sans concession. Autrement, nous allons tous périr. Alors, bonjour Presse Plus, dit ce téléspectateur, il s'appelle Hamza, monsieur Hamza qui nous écrit depuis Niamey. Il dit les gens doivent essayer de comprendre Bazoum. Non seulement il a été imposé, c'est pourquoi il ne peut pas agir comme nous le souhaitons, parce que ça serait contraire à la mission qui lui a été confiée. Mais présentement, nous sentons qu'il peut apporter un changement et nous serons patients et qu'il sache qu'on croit en lui, l'intérêt du peuple d'abord. Et il pense qu'il faut plutôt souhaiter, il faut non seulement l'aider, mais plutôt souhaiter qu'Allah l'aide dans sa mission, donc dans cette mission, dans cette volonté de changement. Je vous ai dit les sujets sur lesquels déjà, s'il peut s'affirmer, qu'il puisse imposer aux Français nos conditions dans le cadre des négociations autour de l'uranium, les Nigériens vont l'applaudir. Qu'il demande aux Français de s'en aller, les Nigériens vont l'applaudir. Parce que les Français n'ont pas apporté de plus-value. Si déjà il peut le faire, moi je pense qu'il récupère une part de l'aura perdu. Mais sincèrement, s'il les laisse continuer à occuper nos terres pendant que nos soldats se font massacrer, et souvent, l'opinion a l'impression que les Français participent même au massacre. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est très dangereux. Sur le long terme, je pense que ça risque de conduire les gens à la révolte. Vous avez vu des vidéos circuler où certains militaires ont commencé à... Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. L'heure n'est plus à s'accommoder avec les forces françaises, qu'elles se transforment en académie ou même en académie française. Sincèrement, je pense que l'heure n'est plus à leur... comment on appelle ça, à leur stationnement sur notre sol. L'heure est aujourd'hui au retrait de ces forces-là. Les quelques éléments qui peuvent encadrer nos forces, ok. En tout cas, la grande masse là n'est pas là pour... D'abord, ils l'ont précisé, ils ne sont pas là pour défendre un régime. Oui, Macron l'a précisé. Nous ne sommes pas là pour défendre un régime. Si tu ne gères pas bien ton pays, ton peuple se révolte, ce n'est pas à l'armée française de venir te protéger. Donc, que nos autorités sachent que l'armée française n'est pas là. Si l'armée française n'est pas là pour les protéger, l'armée française est là pour protéger les intérêts de la France. Et aujourd'hui, nos intérêts ne coïncident pas avec les intérêts de la France.
Il faut que les choses soient très claires. Les intérêts de la France sont diamétralement opposés aux nôtres. Sincèrement, je pense que Bazoum doit pouvoir, s'il veut récupérer l'aura perdu là, il va falloir qu'il se repositionne par rapport au déshydratat de son peuple et qu'il abandonne cette politique qui consiste à croire. Il ne peut pas être plus pro-français que Diori. Il ne peut pas être plus pro-français que Kounché. Diori, c'est la France qui a procédé. Moi, j'ai trouvé certains de ceux qui ont participé au coup de l'armée. C'est l'armée française qui a fait le coup de 1974. Les témoins sont là. L'armée nigérienne ne pouvait pas faire partie de Diori. Mais c'est le colonel du 4e régiment d'infanterie qui dirigeait les opérations à partir de l'état-major. Les témoins oculaires sont là. Donc tu ne peux pas te fonder sur ces gens-là pensant qu'ils vont te protéger. C'est ton peuple qui va te protéger si tu défends l'intérêt général. Le PNDS ne pourra pas le protéger le jour où le peuple va se soulever. Moi, j'étais témoin lors de, comment on appelle ça, Charlie. Ces gens-là, aucun n'est sorti. Tous ceux qui ont accumulé des milliards là ont fui. Donc, il ne sert à rien de pouvoir continuer à faire croire aux gens que non, ils vont me défendre. Non, les Français sont là pour défendre les intérêts de la France. Les forces françaises sont là et aujourd'hui nos intérêts ne coïncident pas. Nous demandons à Bazoum de les faire partir. Moi je pense que c'est ça l'opinion. Dernier message, et cela concerne le dernier aspect de Presse Plus qu'on vient de voir tout à l'heure. Ce message nous vient de M. Gado Bourema. Il dit, par rapport à ce que Bounty a dit sur les fondations et sur les ONG privées, ce que vous avez dit aussi, Ousseini, je dirais donc qu'on clôture avec ce message. Et voilà ce qu'il dit, M. Gado Bourema. Les bailleurs de fonds appuient les fondations des premières dames par pragmatisme et réalisme, car leur préoccupation est avant tout de rendre leur drapeau et leur logo le plus visible possible. D'ailleurs, ce ne sont pas les fondations seules. Il s'agit également de toute action à laquelle les gouvernants semblent donner de l'importance. Souvenez-vous qu'au temps de Tanja, le programme spécial avait plus d'importance que la SRP ou la DSRP, c'est la stratégie de réduction de la pauvreté. Et depuis l'avènement des autorités actuelles, on nous sert le programme de la Renaissance plus que le PDS. Donc les partenaires techniques et financiers profitent d'une situation qui ne peut que les arranger en matière de dépendance. C'est pour ça qu'elle a apporté cet éclairage-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire autour de ça? Absolument. Oui, docteur. En fait, il ne fait qu'apporter de l'eau à notre moulin. Oui, c'est à cause de la visibilité. Certains bailleurs de fonds imposent justement que leurs fonds passent par telle ou telle structure. Malheureusement, c'est une réalité. Souvent, peut-être que l'intérêt du public n'est pas pris en compte. Les gens préfèrent la visibilité à la prise en compte de l'intérêt public. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, le plus souvent, c'est que c'est les bailleurs de fonds même qui exigent que l'argent passe par tel ou tel. Pour se rendre plus visible. Pour se rendre plus visible. Comme il a dit, par pragmatisme et réalisme. Voilà. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des films, ils envoient chez... Oui, à leur pays d'origine pour dire vraiment, voilà, nous avons fait participer même la première dame, donc les populations auxquelles l'argent est destiné, les voilà, elles ont acquis cet argent-là. Et parfois, on a même l'impression, et ce n'est même pas une impression, c'est souvent réel, qu'en termes de communication ou de visibilité, ces ONG ou ces fondations offrent plus de plateaux que les actions du gouvernement. Voilà. Merci, docteur Amadou Bounty Diallo. Merci, Ousseini Issa. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.